quelque chose se passe dans le match qui n'est pas prévu. Une perte de balle, une récupération, un dribble. Comment tu interagis là? L'idée du football, c'était la qualité du geste, le jeu, la créativité. Et en fin de compte, on a beaucoup échangé avant que je lance le programme. Et en fait, on était en phase avec David Bettoni, avec Zinedine Zidane. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Entre-deux. Et aujourd'hui, je suis très très content de recevoir Patrick Laspina. Comment tu vas, Patrick? Très très bien, Ça va merci de me recevoir. Ouais, très très bien, merci beaucoup. Je suis très content de te recevoir. Ça fait longtemps que je te suivais. Si je me trompe pas, maintenant j'ai 30 ans. Je crois que ça fait même il y a plus de 10 ans maintenant. Même que je regardais même là un article sur le vestiaire. Je sais plus c'était il y a combien de temps à peu près l'article sur le vestiaire. Il y a un peu plus de 10 ans. Il y a un peu plus de 10 ans. Ouais. Et je me suis toujours dit mais ce monsieur c'est incroyable. J'ai tellement envie d'apprendre de lui et j'ai jamais osé te contacter ou même je me suis dit c'est impossible peut-être d'avoir cette personne là en face de moi. Et là aujourd'hui donc je suis super content parce que je sais que je vais apprendre plein de choses de toi et je sais que ceux qui nous regardent vont pouvoir apprendre plein de choses de toi. Donc je suis super content de t'avoir. Merci beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir reçu et je sais pas si c'est incroyable mais en tout cas je suis content d'être là. C'est incroyable et je sais que les éducateurs qui nous regardent et les gens qui aiment le foot ils vont apprendre beaucoup de choses avec toi. Donc on va faire une belle interview ensemble et puis voilà, tu es ouvert à tout, tu peux échanger, tu peux dire ce que tu veux, il y a pas de problème. OK. Super. Alors j'aimerais commencer avec toi Patrick, donc pour expliquer aux autres, c'est qui Patrick Laspina aujourd'hui? Alors Patrick Laspina, c'est un entraîneur de foot, un ancien joueur, plutôt assez créatif et puis un entraîneur de foot depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Plus de 15 ans quand même. Ouais, plus de 15 ans, qui a pas mal bougé dans différents pays, que ça soit dans l'entraînement, dans la formation d'éducateurs, avec un concept dont j'ai de différentes influences, mais qui m'est assez propre quand même. Et voilà, donc la volonté toujours de me perfectionner, d'apprendre, parce que qui a l'ambition d'enseigner doit pouvoir se former continuellement, mais tout en restant en fait dans mon idée de développement du joueur, dans cette idée de technicité, de prise d'information, enfin tout ce qui est l'essence du football en fait. D'accord. C'est ce qui me caractérise en fait. C'est plus le développement du joueur plutôt que faire gagner une équipe. Mais c'est vrai qu'on te caractérise comme un formateur, t'es vraiment individuel sur l'individualité du joueur. C'est vrai que c'est marrant parce que c'est rare qu'on voit ça. Et c'est vrai que quand on te voit, même si on fait nos recherches, on voit vraiment, voilà, c'est une personne qui travaille sur l'individualité du joueur. C'est ça en haut. Ouais, et puis quand j'ai débuté il y a 15 ans, j'ai été un petit peu un précurseur, je pense, de se focaliser sur l'individu. Aujourd'hui, on voit beaucoup de centres de formation qui mettent ça en place. C'est vrai. Alors ça s'est fait depuis longtemps dans la condition physique. Ouais. Ensuite, il y a eu les préparateurs mentaux. Et c'est vrai que développement individuel dans le football, dans l'essence du football, il y a 15 ans, c'était assez novateur. Et puis bon, maintenant, on voit des émules un peu partout en France, en Europe. C'est vrai. Voilà. Donc t'as comment? Alors pour revenir un peu sur tes débuts, parce que t'as été un enfant avant d'être un adulte. Alors par où t'as commencé? Est-ce que t'as été joueur? Est-ce que tu t'es lancé directement en métier éducateur? Alors tous tes débuts dans le foot. Non, alors j'ai grandi paradoxalement dans une station de sport d'hiver en Suisse. Ah, c'est marrant, d'accord. Ouais, et puis très très vite, j'ai été passionné de football comme beaucoup de jeunes et j'ai très vite été recruté par le club professionnel de la région qui était le FC Sion. Que je connais, ouais. Il y avait aussi des clubs étrangers qui me sollicitaient parce que j'étais un joueur très créatif, très technique. Et puis j'ai fait tout mon cursus dans le centre de formation du FC Sion de l'âge de 13 ans jusqu'en réserve on va pas dire que j'ai fait une carrière parce que j'ai fait une mini carrière. Je suis arrivé jusqu'en première équipe et puis il y a un moment où j'ai décidé de raccrocher en fait. À 21 ans, c'est ça? Ouais, parce qu'en fin de compte paradoxalement le milieu, l'environnement, je trouvais pas ça très bienveillant. D'accord. Ça me correspondait pas en fait, malgré que ce soit ma passion, que j'en ai rêvé toutes mes nuits d'enfance et d'adolescence. Il y arrive un moment où j'étais fatigué. En fait, je suis arrivé fatigué quand j'étais aux portes de la première équipe, en fait. Et j'ai décidé de raccrocher. J'ai jamais regretté, en fait. C'était un choix parce que je sentais que c'était pas bon pour moi. Et j'ai jamais eu de regret d'avoir arrêté un petit peu abruptement comme ça. Mais c'est marrant parce que parce que t'étais quand même jeune et t'avais l'ambition d'être footballeur professionnel en plus, si je me trompe pas, non?
Oui, oui, en fait, j'étais jeune, je pense que j'avais les capacités pour arriver, mais c'est paradoxal parce que en fait, je suis arrivé très fatigué. Et ça, on le voit encore aussi aujourd'hui, des phénomènes où il y a des jeunes joueurs qui sont dans le centre de formation depuis de nombreuses années, puis ils arrivent à la fin et en fait, ils arrêtent carrément le football, ça arrive souvent. Et c'est vrai que je me suis beaucoup inspiré de ça dans mes méthodologies, dans tout ce que je développe aujourd'hui. C'est maintenir vraiment la fraîcheur, la confiance d'un joueur. C'est l'élément clé. Parce qu'à la fin, si je dois te résumer dès le début tout ce que je fais, ce serait de maintenir la confiance d'un joueur. Parce que la confiance va permettre au joueur d'être motivé, et s'il est motivé, il va progresser. Donc bien sûr, on a des méthodologies d'entraînement, on a des exercices, on a des modèles de jeu, etc., etc. On entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses sur Internet. C'est vrai. Mais à la fin, il faudrait juste maintenir une chose, c'est la confiance d'un joueur. Parce qu'on ne sait jamais ce que va devenir un joueur quand il a 12, 13 ans. On ne sait jamais le parcours qu'il va avoir. Même quand il a 15, 16, 17 ans, il y a des joueurs très talentueux qui réussissent pas. Il y a des joueurs qui sont moins talentueux qui réussissent. Et donc, moi, je pense que le rôle principal d'un éducateur, c'est de maintenir, de créer un contexte où le joueur peut se développer, d'ouvrir des opportunités, et pas fermer, pas le formater, et puis justement le permettre de maintenir sa confiance le plus longtemps possible. Alors, mais moi, je veux bien me focaliser sur le fait que tu t'aies décidé d'arrêter. C'est quoi qui t'embêtait dans ce milieu-là, dans ce monde-là? C'est l'effet que tu étais dans le monde amateur, puis d'un coup, tu sentais que c'était le professionnel et l'amateur, c'est différent? Non, en fait, moi, j'étais dans le milieu professionnel dès l'âge de 12 ans. Hein. D'accord, ouais, c'était un centre de formation, ouais. C'était un centre de formation. Après, avec l'équipe première et les jeunes, c'est peut-être différent. C'est pour ça que je veux. Ouais, non, alors en fait, je suis arrivé. Comment ça s'est déclenché en ta tête? Tu dis, c'est pas fait pour moi. Donc, il y a une anecdote assez folle parce qu'on m'a même proposé d'aller jouer un match de championnat avec la première équipe. Et j'ai dit que j'avais, et c'était vrai, hein, j'avais des devoirs pour l'école et j'ai refusé, en fait. Et c'est fou aujourd'hui quand je pense, c'était le rêve de toute une vie. Puis en fait, quand l'opportunité m'est arrivée, mais j'avais déjà décroché depuis pas mal de temps. Ce qui a fait, c'est que je pense que le centre de formation, il y a souvent beaucoup de compétences. On est bien encadré, mais il peut épuiser aussi. Tous ces déplacements, tous ces matchs depuis très jeune. Moi, en plus, je faisais pas mal de routes pour aller au centre de formation. D'accord, ouais, d'accord. Donc, ça m'a un petit peu épuisé. Psychologiquement, ça t'a épuisé, ouais. Ça m'a épuisé. Puis après, j'ai perdu un peu le plaisir de jouer. En fait, je jouais plus par plaisir, mais je jouais pour réussir. Et à partir du moment où on joue pour réussir, qu'on pense aux conséquences de nos actes, je pense qu'on commence à perdre un peu le fil et puis l'ambition principale qui est d'avoir du plaisir au quotidien. Et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de maintenir ce plaisir chez les jeunes, que ce soit chez les petits, dans les centres de formation, et même les adultes, hein, dans les clubs pro. En fin de compte, là, une clé, c'est vraiment de pouvoir avoir toujours ce plaisir-là. Mais est-ce que c'est parce que par rapport à toi, ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est pas dû à cette problématique-là? Est-ce que tu avais peut-être un manque de confiance aussi? Peut-être que t'avais pas de plaisir aussi. Donc, tu t'es dit, voilà, j'ai eu ce problème-là. Donc, moi, maintenant, je vais me diriger vers ça. Est-ce que c'est pas lié? Ouais, alors en fait, quand moi, je suis revenu dans le football, c'est clair que je voulais pas être entraîneur, on va dire, conventionnel, avec tout le respect que j'ai et tout le formidable travail qui est fait par les entraîneurs. Je voulais un peu casser les codes où je voulais remettre en avant tout ce qui était créatif, technicité, confiance, audace. Alors c'est vrai que tout le monde en parle, tous les éducateurs parlent de ça, mais quand on se balade autour des terrains, on se rend compte qu'en fin de compte, c'est très peu présent. Et j'ai essayé d'être cohérent entre les idées que j'avais et puis ce que je proposais sur le terrain. Et donc, voilà, j'ai développé depuis 15 ans sous cette idée-là de confiance, de tout ce qui est l'essentiel. Qui est Foot Lab. Voilà. On en parlera juste après. Donc tu étais à Sion, tu as arrêté, et après, j'ai vu que tu as travaillé après toujours en Suisse, donc au FC Bâle, c'est ça? Non, alors après, j'ai fait un petit break avec le foot. Hein. J'ai joué en amateur, mais j'ai commencé des études. Mais tu joues au foot en amateur en même temps? Ouais, après, j'ai joué au foot en amateur. C'est là que j'ai retrouvé le plaisir, en fait. D'accord. Ouais, j'ai retrouvé. Et en même temps, tu faisais tes études, donc c'était des études de quoi? Ouais, j'ai fait une école de commerce et puis j'ai fait sciences politiques. D'accord, ok. Et puis après, j'ai pas mal voyagé. Ok. Et puis, j'ai travaillé dans la finance. J'avais un peu coupé avec le foot. Et c'est vers l'âge de 32-33 ans où j'ai décidé de revenir dans le football, en fait, comme éducateur, comme entraîneur. Voilà. D'accord. Mais j'ai fait un bon break. Ce qui m'a permis aussi, ce break-là, c'est quand on n'est pas toujours immergé dans le même milieu, ça vous permet d'ouvrir un peu l'esprit. Et puis moi, je suis persuadé qu'un bon entraîneur de foot, il doit s'ouvrir à plein d'autres choses,
que ce soit dans d'autres sports, d'autres passions, parce que je pense que ça le rendra beaucoup plus pertinent dans ce qu'il fait. Et puis je pense que d'avoir une vision globale des choses et pas être seulement un spécialiste, ça vous permet de relativiser beaucoup de choses et puis d'avoir des meilleurs outils dans le coaching. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé de sortir du milieu du football pendant 5, 6 ans, 7 ans, faire d'autres choses, de voyager, de faire des études. Et ça m'a permis en fait d'être beaucoup plus pertinent après dans le coaching. Et puis avoir beaucoup de recul, parce qu'en fait, c'est vrai que tu es enfermé, en fait, que de t'étais habitué à être enfermé toujours avec le club, parce que tu étais en centre de formation, donc c'était compliqué de voir autre chose. Donc là, t'en as profité, on va dire. Ben oui, puis à la fin, mais c'est pas propre au football. Hein. Je pense que créer des spécialistes, c'est très bien, parce qu'on devient expert dans un domaine. C'est vrai. Mais souvent, les spécialistes n'ont plus la vision globale des choses. Et moi, je suis pour un savoir complètement holistique qui crée des liens entre les disciplines, des ponts. Et ça permet moi je pense, en plus de la qualité d'un spécialiste, d'avoir une vision vraiment globale puis avoir des approches qui sont un petit peu différentes. D'accord. Là, j'ai un parcours peut-être un petit peu atypique. Non, mais c'est marrant. Et donc, alors ensuite, donc tu reviens dans le foot, donc tu travailles où? C'est où tu Alors rebondis? après, je cherchais un moyen de revenir dans le football, mais d'une manière un petit peu différente. Et puis, il y avait cette méthode Curver que j'ai développée pendant plus de 10 ans. D'accord. Ouais. C'est toi qui l'as développé en Alors, c'est moi qui l'ai importé en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, au Maroc. D'accord. Donc voilà, je l'ai implanté dans pas mal de pays. C'est une méthodologie qui existait déjà, hein, donc moi j'ai rien inventé. Je l'ai simplement implémenté et puis je l'ai aussi développé. Au bout d'un moment, je commençais à la développer avec mes idées parce qu'à la fin, on enseigne ce qu'on porte en soi aussi. Hein, donc c'est important de garder aussi ce qu'on a en soi. Et puis voilà, j'ai développé la méthode Curver. Ça m'a permis de beaucoup voyager, de voir beaucoup de choses. Et puis il est arrivé un moment où je me suis dit, je me rendais compte que je développais beaucoup mes idées aussi. Parce que j'amenais beaucoup de mes idées. Et il y a un moment où je me suis dit, maintenant j'aimerais développer ma façon d'enseigner, ma propre façon. Et donc voilà, et c'est là que depuis 4-5 ans maintenant, je développe ma propre méthodologie, mais ce n'est pas vraiment c'est ma propre idée du développement du football. Mais alors, parce que là tu parles de la méthode Curver, donc on va pas non plus aller à profondeur là-dessus, mais c'est qui l'a créé, la méthode Curver? Ça vient d'où? Alors, c'était Will Curver au départ, ouais. Et qui est un éducateur hollandais, et c'est 2 éducateurs anglais qui l'ont ensuite développé en fait. D'accord, ok, c'est ça. Donc tu étais entraîneur technique, c'est ça? Alors, en 5 ans, en lançant ça, puis après, j'ai travaillé dans pas mal de clubs pro en Suisse, en centre de formation, en tant qu'entraîneur principal. D'accord. J'avais des équipes comme coach principal, comme la plupart des coachs. Puis très vite, après 3 ans, 3-4 ans, je me suis dit, moi, ce qui me correspond le plus, c'est pas faire gagner les équipes, en fait. C'est me focaliser sur le développement du joueur. Ça veut dire, c'est comment amener ce joueur-là à être plus performant au niveau individuel, mais aussi dans un collectif. D'accord. Et donc tu travailles dans des clubs, j'ai vu, donc le FC Bâle, le Servette de Genève, tout ça, donc tu es entraîneur technique, mais c'est quoi le rôle d'un entraîneur technique au sein des clubs-là? Ouais, alors avant on appelait ça entraîneur technique parce que je me focalisais beaucoup sur la gestuelle, la qualité du toucher, le mouvement. Alors moi aujourd'hui je dirais plutôt un entraîneur individuel. D'accord. Mais dans un contexte dynamique. Ça veut dire qu'un entraîneur individuel, ça veut pas dire qu'on va entraîner individuellement un joueur, un ballon. Parce qu'à la fin, ce qui manque là, c'est la prise de décision. Donc il va améliorer un petit peu son toucher. Alors, on peut le faire sur une courte période, à mon avis. Mais après, très vite, il faut l'immerger avec une interaction de joueurs pour que, en fin de compte, le geste ait un transfert avec une prise de décision. D'accord, ok. Et mais t'étais diplômé, c'est-à-dire que tu viens directement, donc t'étais diplômé avant ou pas? Parce que tu avais pas diplôme avec la Fédé Sud de Suisse. Ouais, j'ai fait mes diplômes UFA. Après, parce qu'il faut rentrer quand même dans ces clubs-là. Après, t'avais la carte du joueur aussi, d'ancien joueur, donc peut-être que ça t'a aidé aussi, peut-être, je sais pas. Non, alors j'ai fait mes diplômes comme tout le monde, mais par contre, je me suis arrêté un moment. D'accord. Alors, je trouve qu'il y a des très bonnes choses qui sont dans les diplômes et il faut les faire. Bien sûr. Mais ça me correspondait pas. En fait, moi, je suis un autodidacte. En fait, bien sûr que je m'inspire de beaucoup de choses, mais je suis un autodidacte avec plein de choses qui m'intéressent. Donc, il y a un moment, j'ai arrêté les diplômes parce que je savais qu'en fin de compte, je voulais pas être entraîneur principal d'un club professionnel. Mais je voulais peut-être un staff professionnel, oui, mais pas en tant qu'entraîneur principal. C'était ma vocation, c'était vraiment le développement du joueur. D'accord. Donc, comment tu t'élabores en fait un peu quand tu arrives dans un club? Comment tu élabores un peu ce projet? Passe dans la formation des gamins. Comment tu le mets en place? Est-ce que tu discutes avec les éducateurs? Comment ça s'organise? Alors, en fait, ça dépend des clubs. Typiquement, là, j'ai intégré la cellule de développement individuel de l'Olympique Lyonnais. D'accord.
Donc, en gros, ça se passe, je viens 1, 2, 3, 4 fois par semaine, ça dépend du club, avec un petit groupe de joueurs ou avec une équipe entière. Soit je prends l'échauffement, ou je prends après l'entraînement un groupe de joueurs, et je travaille différentes thématiques en fonction du besoin du club, de l'entraîneur, mais aussi en fonction de mon expertise. Parce que ce qui est bien et que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on me donne carte blanche. Donc, on m'a jamais imposé un contenu. Donc, c'est toujours mon contenu, en fait, qui a intéressé les clubs pour pouvoir m'engager. Parce qu'en fin de compte, j'ai apporté cette expertise de développement du joueur dans un contexte vraiment dynamique. Ça veut dire un contexte qui bouge. Voilà. Comment tu te fais adhérer parce que c'est nouveau aussi pour beaucoup d'éducateurs qu'il y a quelqu'un qui vienne et qui travaille sur l'aspect vraiment individuel du joueur. Comment t'arrives à inculquer à discuter, à échanger avec l'éducateur en face de toi? Est-ce qu'il y a des fois il y a des portes qui c'est compliqué ou? Alors c'est une très bonne question parce que souvent les entraîneurs ont peur. En fait, ils ont peur, ils veulent garder la maîtrise. Et surtout à l'époque, parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'habitude d'avoir quelqu'un d'autre que l'entraîneur principal vienne donner un entraînement. Après, c'est toute une question de partage, de discussion, d'ouverture. Et puis, très vite, en tout cas, j'ai jamais eu de problème avec un éducateur. Très vite, il voit que c'est bénéfique pour lui, pour l'équipe. Et puis, il y a des échanges aussi. Moi, je m'adapte aussi en fonction de ce qu'il a besoin. Donc, en fait, à la fin, c'est un partage, un échange. L'idée, vraiment, c'est d'apporter des entraînements très qualitatif, vraiment d'être dans la qualité. Je fais partie du staff en fait, Ouais. de vraiment de l'équipe. Mais donc il y a un projet de formation qui est établi directement avec le club. Donc tu travailles qu'avec une équipe ou tu t'es vraiment dans le projet de formation en général du club, dans toutes les catégories? Ça dépend des clubs. Ça dépend Il y a des des clubs, ils ont voulu faire sur 4 catégories. D'autres, ils étaient plutôt vers la réserve et la première équipe. D'autres avec des tout petits. Donc à la fin, moi j'ai entraîné des enfants de U6, U7 jusqu'à des joueurs professionnels. Donc j'ai une palette assez large en fait du développement du joueur. Et puis après, ça vient en fonction de ce que me demande le club, ce qu'a envie de développer le club. Et puis moi, je propose des pistes. Et puis après, on va. C'est un choix commun en fait. C'est pas un choix unilatéral en fait. Mais alors avant, je vais m'attarder un peu pour les coachs qui nous regardent sur le projet de formation. Mais juste avant, en fait, c'est vrai que nous dans les clubs amateurs, généralement, quand on arrive et qu'on, par exemple, un entraîneur technique ou même un directeur technique ou un directeur sportif, on a du mal un peu à faire passer les messages, à inculquer les choses et faire en sorte que les éducateurs nous suivent dans nos idées. Ouais. Comment toi, tu arrives à faire ça, en fait? Alors à la fin, c'est vraiment dans la pratique, en fait, je dis ce qu'il faut développer. Je pense que c'est une valeur ajoutée parce que je m'occupe pas vraiment du modèle de jeu, je m'occupe pas vraiment de toutes ces choses-là. Et puis en fin de compte, très vite, les entraîneurs adhèrent assez vite parce qu'à la fin, je pense que c'est quand même l'essence du football. C'est le joueur qui est capable de faire la différence, le joueur qui est capable de jouer sous haute intensité avec peu d'espace. C'est le joueur qui est capable, dans des petits espaces, de combiner collectivement et puis faire la différence individuellement. Et donc ça, c'est une vraie expertise que j'ai développée depuis 15 ans. Je sens qu'aujourd'hui en France, beaucoup de clubs mettent ça en place. Et donc là, il y a une émulsion qui vient parce qu'on veut faire progresser le joueur. Et souvent, quand on a voulu individualiser, on est parti sur la condition physique. C'est vrai. Qui a pris beaucoup de place, donc qui est indispensable. Mais je pense que plutôt que la quantité, moi, je me focalise vraiment sur la qualité. Ça veut dire la qualité du toucher, la qualité de la prise d'information et pas la vitesse, parce que la qualité de la prise d'information va amener la vitesse. La qualité des déplacements, donc le timing des déplacements. Donc, toutes ces choses-là, c'est très qualitatif. En fait, on a tous eu un entraîneur qui nous a donné un petit truc une fois en tant que joueur. Et puis on s'est dit, ouf, là, il m'a dit une petite chose qui permet de faire la différence. Et puis, moi, j'essaie d'être cet entraîneur-là. C'est pas toujours possible. Voilà, on n'a pas une baguette magique, mais j'essaie de voir vraiment ce que le joueur a besoin et ce que je peux lui amener individuellement. Tu t'es pas rendu compte un peu, alors c'est une question, hein, est-ce que tu t'es pas rendu compte que même dans les clubs professionnels, qu'en fait, les éducateurs, les coachs étaient très, très limités sur ce domaine-là? Ou l'inverse, parce que c'est vrai c'est pour ça que j'ai du travail. C'est pour ça, ouais. Non, mais très limité, je dirais parce pas. Nous, on pense vraiment plus équipe, et c'est vrai que moi, je pars sur le principe, nous, on est en France, c'était te faire en France, c'était à Lyon, tu me disais. On est beaucoup basé sur, tu sais, l'équipe, le côté athlétique, c'est beaucoup des gros principes de jeu en général, mais c'est vrai sur l'aspect formation vraiment pure d'un joueur, j'entends rarement parler. Donc je voulais savoir si toi, si j'avais tort déjà d'une. Non. Alors c'est pas qu'ils sont illimités, ça n'a rien à voir avec ça. Je pense que ils doivent gérer un groupe.
Et gérer un groupe, c'est pas facile. Là, on parle pas de Lyon, en général, on parle du club en général. Je parle du club en général. C'est pas facile. On doit gérer une équipe, on doit faire gagner les matchs, on doit gérer les joueurs, les remplaçants, les parents, etc. C'est un gros boulot. Et en fin de compte, c'est pour ça qu'en fin de compte, même si des entraîneurs ont une vocation pour développer l'individu, ils n'ont pas le temps. Et puis après, je pense que en fait, beaucoup de joueurs, souvent des anciens pros, le font par feeling. Parce qu'ils ont été anciens pros, ils le sentent. Et moi, je voulais aller au-delà de ça. Je voulais créer une méthodologie, des principes sur le développement individuel. Que ça soit dans le développement du modèle de jeu, donc s'il y a un modèle de jeu d'équipe, comment le joueur individuellement peut répondre au modèle de jeu de manière collective. Mais on se rend compte dans le football, c'est que les buts arrivent souvent hors modèle de jeu. Ça veut dire que ce soit défensivement ou offensivement, c'est souvent un ballon qu'on a perdu, un ballon qu'on récupère, un dribble, c'est là que les buts arrivent. Donc le modèle de jeu est très bien pour développer le joueur, c'est un langage commun, c'est des principes universels. Mais après, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir développer le joueur hors modèle de jeu, tout ce qu'on appelle créativité. Et moi, dans cette créativité-là, j'ai créé une méthodologie, des principes, des idées. Voilà. Mais donc là, il faut avoir une vraie connaissance foot. Donc comment tu t'es cultivé là-dessus, comment t'as appris, parce que c'est vrai que bon, t'as commencé quand même, t'as repris à 32 ans, mais je pense que tu t'es intéressé. Mais on dirait que c'est limite un don, parce que comment t'as cherché, comment t'as appris tout ça, parce que c'est... Non, il y a pas de don, il y a beaucoup de travail, il y a une réflexion. Il y a pas de formule magique, il y a beaucoup de travail. Je pense qu'une chose est importante, c'est de comprendre qu'est-ce que l'essence du football, qu'est-ce que requiert intrinsèquement le football, parce qu'aujourd'hui dans le football, il y a plein de gens qui veulent venir travailler dans le football, c'est très bien, mais on fait beaucoup de choses qui sont, d'après moi, un peu inutiles. D'accord. Dans une Comme quoi, par exemple? Il y a beaucoup de choses, mais on va pas rentrer dans les détails. Ouais. Je pense que l'idée, c'est de vraiment rentrer dans l'essence du football. Qu'est-ce que ce joueur a besoin pour pouvoir se développer? Et je pense qu'aujourd'hui, le football est d'abord un sport cognitif. C'est vrai. C'est-à-dire que prendre des informations, identifier ce qui est important dans une situation, et pour pouvoir répondre à des sollicitations dans un contexte qui bouge. Donc, quand on a compris ça, on évacue, entre guillemets, un peu le superflu ou les choses qui viennent après. D'accord. Et puis, on reste dans l'essentiel. En tout cas, c'est ma façon de fonctionner et je pense que le joueur le ressent bien, ça. Parce qu'en fait, quand vous parlez à un joueur, parce qu'à la fin, on peut parler là, je peux faire des théories, voilà. Oui. Puis à la fin, c'est quand même le joueur qui doit ressentir. Et en fait, quand le joueur ressent, quand le joueur progresse, quand le joueur vous est reconnaissant, bah à la fin, c'est ça la satisfaction du métier. C'est pas de faire des méthodologies, des théories, des concepts. À la fin, c'est que le joueur ait du plaisir et il progresse. Et à partir de là, bah, c'est le curseur, c'est ça. C'est pas d'être adoubé ou et d'être engagé à droite, à gauche. C'est que quand le joueur, à la fin, et ça a été toujours mon fil rouge, c'était est-ce que le joueur, il adhère? Alors parfois, il y a des exercices qui aident moins, bien sûr, on ne peut pas toujours lui faire plaisir, mais est-ce qu'il adhère? Est-ce qu'il progresse? Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'on est au plus proche de ce que demande le football intrinsèquement? Donc c'est pour toi le principal, c'est la prise d'info au début. C'est vrai que moi je le dis souvent à des joueurs, c'est qu'en vrai la prise d'info en réalité elle te sécurise psychologiquement, parce qu'en fait tu sais ce que tu vas faire avant de recevoir la ballon. Donc automatiquement ça te sécurise. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Parce que je dis souvent ça à mes joueurs, moi, que si en fait, parce que généralement quand on prend pas l'information, c'est-à-dire qu'on reçoit le ballon, quand on réfléchit bien, et en fait on réfléchit, on sait pas trop ce qu'on fait, donc on perd du temps, mais on est un peu déboussolé sur les 4-5 premières secondes. Mais c'est vrai que si tu sais d'abord ce que tu fais avant de la recevoir, en fait tu te sécurises même mentalement, tu te sécurises. Alors, moi, je mets pas de hiérarchie, mais c'est juste que tu dis la prise d'information est importante. Après, il faut pouvoir le réaliser avec les pieds. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que où on peut apporter vraiment quelque chose, c'est que la prise d'information n'est pas un acte mécanique. Ça veut dire qu'on dit aujourd'hui, prends l'info. Le joueur, il regarde à gauche, à droite, c'est pas que ça. Il tourne la tête, puis en fait, qu'est-ce qu'il a pris comme information? C'est ça, c'est vrai. Et en fait, la prise d'information, elle doit permettre d'interpréter. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une libération d'espace? Est-ce qu'il y a une prise d'espace? Est-ce qu'il y a... Voilà. Et c'est ça, en fait. Et là, on développe l'intelligence du joueur. En fait, prendre l'information, c'est bien, mais quelle information, dans tout ce qui bouge, quels sont les éléments à prendre en compte et quels sont les éléments à laisser pour compte? Et là, on rentre dans l'intelligence
Ça te permet d'exécuter ce que d'exécuter plus rapidement. De voir les choses justes, en fait. D'accord, et je pense que le rôle de l'éducateur, la piste de progression pour les éducateurs, de tous les éducateurs, hein, c'est en fin de compte de pouvoir amener aux joueurs qu'est-ce qui est important dans une situation. Et d'être beaucoup plus précis dans le coaching. C'est important d'être précis dans le coaching pour que les joueurs comprennent. Et après, il faut les laisser découvrir, bien entendu. Mais la prise d'information n'est pas juste un acte mécanique comme ça. C'est juste voir et savoir interpréter ce qui se passe. J'aimerais qu'on s'attarde un peu parce que tu parlais du projet de formation. Est-ce que tu peux expliquer aux éducateurs c'est quoi un projet de formation? Parce que c'est vrai que nous, dans les clubs amateurs, on n'entend quasiment pas parler. C'est généralement pas mis en place. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est réellement un projet de formation? Je sais pas si je peux expliquer ça, mais moi, ce que je vois d'abord dans le projet de formation, au-delà des sensibilités techniques, tactiques, au-delà du modèle de jeu, au-delà du modèle... En fait, ça, je pense que chacun peut apporter quelque chose. Et puis, je pense pas qu'il y ait une formule magique par rapport à ça. Mais c'est bien quand même d'avoir une ligne directive ou pas? Mais la ligne directive, c'est les rapports entre humains à la fin. En fait, c'est ce qui est l'essentiel et puis souvent oublié. C'est comment j'interagis avec le joueur, comment nous, dans le staff, on interagit entre nous, quel est le respect qu'on apporte aux joueurs, comment on va amener le joueur à avoir confiance et surtout, plutôt que d'évaluer toujours le joueur, pourquoi on n'évaluerait pas le contexte qui est mis en place pour qu'il puisse se développer. Ouais, je vois, d'accord. Alors à la fin, est-ce que nous, on veut qu'on développe des joueurs créatifs, on veut jouer de telle et telle manière, mais est-ce que dans les exercices qu'on propose, est-ce que le joueur a la capacité d'exercer ce qu'on veut travailler, et puis est-ce qu'il peut se développer au niveau personnel? Et en fait, on évalue plus, là on renverse un peu la vapeur et on n'évalue plus uniquement le joueur, mais on évalue le travail du club, et en fait c'est un travail continu. Est-ce que ce qu'on a mis en place permet de pouvoir développer le joueur? Et moi, j'ai créé justement on va dire un programme qui va permettre de faire émerger les compétences. Mais après, on ne sait pas... à partir du moment où on a mis ce système en place, après, on a des belles surprises parce qu'on ne peut pas mesurer toujours la progression d'un joueur. La progression d'un joueur, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas linéaire. Ce n'est pas des paliers de progression. C'est par bond. Alors, il peut être bon d'un coup, puis d'un coup, il sera moins bon, puis d'autres bons. Donc, à la fin, ce n'est pas un palier. On entend souvent, ça doit être appris en U13, ça doit être appris en U15. En fait, non, je ne pense pas. Je pense qu'on doit répéter toujours tout. Ce qu'on appelle aujourd'hui les fondamentaux. On dit, ouais, mais alors c'est un joueur pro, il ne devrait pas avoir les fondamentaux, il a U17, U19. Non, je pense qu'aujourd'hui, les fondamentaux sont l'essentiel. Et qu'en fait, on est sans cesse en train de les répéter. Donc, la progression d'un joueur n'est pas par palier, mais par bond. Puis quand on a compris ça, on crée un contexte. On crée un contexte qui permet aux joueurs de pouvoir se développer. C'est une somme d'individualité qui crée... Mais ce que je veux dire, c'est que... Donc pour toi, on devrait se baser que sur les fondamentaux au niveau de l'école de foot, par exemple? Non, mais alors les fondamentaux, bon, c'est un terme très large, on peut tout. Quand tu parles fondamentaux, c'est quoi exactement? Mais la passe, oui, voilà. La prise de balle, mais ça, elle doit être travaillée une direction individuelle, un joueur pro, la qualité du toucher, la qualité des orientations, enfin, toutes ces choses-là. Après, on peut aller plus loin, la situation de 1 contre 1, 2 contre 1, parce que le 2 contre 1, on le retrouve tout le temps. C'est vrai. 2 contre 2, 3 contre 2. Quels sont les principes de 2 contre 1? Comment créer de l'espace? Quand moi j'ai le ballon et quelqu'un me passe dans le dos, comment moi je peux lui créer l'espace en orientant différemment et puis lui donner après l'espace? Donc c'est tous ces petits détails qui vont permettre de pouvoir progresser. Mais ça, en fin de compte, vous allez en pro, vous pouvez le travailler. Et en fin de compte, c'est un travail continu sur des thématiques qui reviennent. En fait, le football, c'est un système, hein, tout est lié. Et donc, voilà, les fondamentaux, c'est très important. Et après, il y a d'autres choses qui viennent, vers 15-16 ans, la condition physique, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les fondamentaux, j'aime pas trop ce terme parce qu'en fin de compte, c'est le football. Et le football doit être travaillé en tout temps. Et c'est vrai que tu parlais c'est vrai qu'après on peut, quoi qu'il arrive, si on a bien travaillé nos fondamentaux, même si t'aimes pas trop ce terme-là, en fait quoi qu'il arrive, on va être compétent dans n'importe quel modèle de jeu, dans n'importe quel système. Donc automatiquement, c'est vrai que c'est bien de se focaliser là-dessus. C'est même mieux au niveau des jeunes. À la fin, ce qui va permettre aujourd'hui, si vous avez après un principe de jeu, vous le développez au niveau collectif, vous avez des par rapport à notre mode, ouais. Et puis que votre principe ne fonctionne pas, ça vous permet de voir où est le problème, de décomposer du joueur à la relation à 2, à la relation à 3, à la relation à 4. Quels sont les éléments qui vont empêcher de réaliser l'objectif collectif?
Donc, est-ce que c'est une question d'orientation, de prise de balle, de timing de course? Et donc, on peut décomposer et être beaucoup plus précis, en fait, dans le développement de mon modèle de jeu collectif. Donc, en fait, une de mes on va dire, spécialités ou caractéristiques, c'est que s'il y a un modèle de jeu collectif, comment décomposer en étapes de la relation du joueur à la relation à 2, à la relation à 3, pour que le principe de jeu, pour être très concret, si un entraîneur me dit quand on est sous pression dans cette zone-là, on n'arrive pas à sortir le ballon, moi je vais essayer de regarder au niveau individuel, à la relation à 2, à la relation à 3, D'accord. quels sont les éléments qui empêchent de pouvoir ressortir le ballon sous pression. D'accord. Non, mais ça... Et c'est là qu'on doit être vraiment, je pense, très précis. Mais c'est bien parce que, alors, il y a des éducateurs qui vont pas comprendre, il y a le vocabulaire footballistique. Donc, un modèle de jeu, qu'est-ce que c'est? Et les principes de jeu. Donc, expliquer un peu en général ce que ça veut dire. En gros, définir un peu le modèle de jeu. Le modèle de jeu, c'est la matrice comportementale des joueurs par situation. Ça veut dire, dans telle ou telle situation, comment doivent se comporter les joueurs pour qu'on ait un langage commun. Pour qu'on ait, si on récupère le ballon, qu'est-ce qu'on fait? On sort de la zone de pression, on essaie de trouver la verticalité. Voilà, donc un modèle de jeu, c'est par phase, par situation, c'est la matrice comportementale des joueurs. Et ce qui nourrit le modèle de jeu, ce sont les principes. Les principes de jeu que vous instaurez dans votre équipe va nourrir le modèle de jeu. Et puis après, alors ça c'est très présent dans les pays Espagne, Portugal, sont les sous-principes en fait, c'est qu'est-ce qui individuellement va nourrir les principes. D'accord. Je suis un petit peu dans cette situation. Ouais, c'est vrai qu'au Portugal, j'étais renseigné, c'est vrai qu'ils font. J'avais un ami à moi qui était portugais, c'est vrai qu'il parlait beaucoup des sous-principes. Après, c'est des termes, c'est des méthodologies. Donc modèle de jeu, donc c'est l'équipe comment elle joue. Ouais. C'est ça. Principe de jeu, c'est des phases, c'est comment dire, des règles d'action collective directement. Ouais, il y a qui anime ce modèle, le modèle de jeu, c'est ça. Trouver l'homme libre, c'est ça, qui peut progresser, des choses comme ça. Donc les principes de jeu. Voilà. Ouais. Et après, il y a les sous-principes où on est vraiment sur l'individualité de chaque. Voilà. Au poste, on va dire au poste, c'est ça. Voilà. Après, moi, j'ai sur ligne aussi, il y a des lignes aussi. On travaille chez Portugal, ils travaillent par ligne aussi. Ça fait partie sous-principe, ça. Oui, alors après, chaque méthodologie est différente, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que enfin, d'une idée globale décline des idées individuelles et en petits groupes. Et en fin de compte, il y a un fil rouge qui lie tout ça. Comment on définit parce que alors moi j'avais fait une interview avec Cyril Dolce de Lyon, les U15, qui avait les U15, qui a les U15 toujours. Il me disait mon modèle de jeu c'est un peu tu fermes les yeux. Il nous disait tu fermes les yeux, c'est comment tu veux voir ton équipe qui joue. Et puis moi ce que je voudrais savoir, je te pose la question, c'est comment, parce que on n'a pas non plus beaucoup de connaissances, mais comment on peut définir nos propres principes de jeu en tant que coach nous aujourd'hui. Est-ce que voilà, pourquoi on choisirait ce principe de jeu là? Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai l'impression que on se pose pas trop la question. Des fois, on joue comme ça, on dit on fait un 4-3-3, et puis on est basé que sur le côté athlétique. Donc, comme tu disais, on est beaucoup sur physique, on resserre les blocs bas, on défend, après on part en contre. Mais comment on pourrait définir nos principes de jeu? Comment ça se définit le principe de jeu? Là, ce que tu me dis déjà, ce sont déjà des principes de jeu. Exactement. Je pense que il y a des principes de jeu universels. Je pense qui sont propres à que le joueur joue au PSG, à Marseille, à Barcelone. C'est des principes de jeu comme déséquilibrer finir, c'est un principe de jeu qui est connu. Oui, ou trouver défendre axe au but, voilà. Trouver l'homme libre, attaquer la profondeur, trouver le joueur entre les lignes. Ça, c'est des principes de jeu qu'on retrouve un peu dans toutes les méthodologies. Puis après, chaque entraîneur, chaque club, chaque culture a un modèle de jeu qui est plus ou moins propre en fonction de sa sensibilité, de son passé, de sa culture. Voilà. Après, moi, je travaille plutôt sur des principes de jeu universels. D'accord. Ce que requiert en fait Ok. Donc, entraîneur technique, c'est complètement différent que directeur technique. Alors, c'est la position. Moi, entraîneur technique, c'est qu'il gère un centre de formation. D'accord. Donc toi, c'est ce que c'est ton. Non, moi en fait, je suis un entraîneur. On va mettre de côté l'entraîneur technique. C'est un entraîneur individuel en fait. D'accord. Mais individuel, encore une fois. C'est pas un joueur, un ballon, c'est un entraîneur qui se focalise sur le développement individuel du joueur. Mais le joueur se développe toujours à travers une relation. Si tu veux définir que c'est un bon, alors t'as dit pas entraîneur technique, mais sur l'aspect individuel, quelqu'un qui, alors c'est quoi le nom, c'est entraîneur individuel. Entraîneur individuel, voilà. Ouais. Comment tu définirais un bon entraîneur individuel? Alors, je sais pas un bon entraîneur, mais en tout cas, moi, ce que mais toi, t'es bon, tu peux te définir. Non, je sais pas si je suis bon, parce qu'on est jamais assez bon. Ouais. Mais non, mais ce qu'il y a, c'est que j'essaie d'avoir des axes de travail. Donc, moi, c'est la qualité du toucher, la qualité des orientations, la qualité des courses, les émotions. D'accord.
Et à partir de là, c'est mes axes de travail. Et en fait, à partir de là, je développe le joueur sur ces axes-là. Donc voilà. C'est bon. Et est-ce qu'en en France, ou je sais pas, parce que moi je suis en France, donc je n'ai pas vu d'autres pays, mais est-ce qu'on ne devrait pas créer une formation sur ça? Est-ce que tu penses que ça devrait pas? Parce que là, toi, tu fais des formations, donc je mettrai même le lien en description pour ceux qui nous regardent, Footlab. Mais est-ce que les fédérations ne devraient pas se pencher là-dessus, mettre des formations vraiment sur cet aspect-là, parce que c'est super important? Je crois que c'est en train de venir. Après, ce que je remarque, c'est que je pense qu'on devrait mettre. Et pourquoi on ne le fait pas je crois que c'est en train de venir. Là, je pense qu'il y a des fédérations qui sont en train de le mettre en place. Après, ce que je vois parfois, ça ne me correspond pas vraiment. L'idée, c'est vraiment de développer le joueur dans un contexte qui bouge. Donc ça, c'est important. Et puis qu'il faut être très précis. Je pense que le joueur a besoin de... Si on intervient, il faut être très précis dans le coaching pour que ça soit très pertinent. Est-ce que c'est pas dur en France de passer à cette étape-là? Parce que c'est vrai que nous, on n'est pas, c'est peut-être pas dans notre culture, un peu travailler sur l'individualité ou. En fait, pas qu'en France, mais je pense qu'il y a une contradiction où les gens comprennent pas bien des fois quand on parle de développement individuel, ils croient qu'on crée des individualités. C'est pas du tout ça. C'est que quand on développe un individuel, on crée un joueur qui sait mieux jouer en équipe et qui sait faire la différence individuellement. Mais mes deux axes de travail, c'est comment développer le joueur pour qu'il réponde au mieux au modèle et aux principes de jeu. Oui, d'accord. Oui. Et comment développer un joueur pour qu'il puisse faire la différence hors modèle de jeu. Donc comment il maîtrise l'imprévu, comment il fait face à l'imprévu quand on travaille dans le modèle de jeu. Quand tu crées un modèle de jeu pour ton équipe, tu maîtrises l'imprévu. Ça veut dire que tout le monde parle la même langue. Donc, tu as créé un modèle de jeu pour que tout le monde ait le même langage. D'accord? Donc là, tu maîtrises l'imprévu, en fait. Ce qui peut arriver de l'extérieur. Et puis, quand quelque chose se passe dans le match qui n'est pas prévu, une perte de balle, une récupération, un dribble, comment tu interagis là? Et là, il y a aussi des principes. Contrairement à ce que les gens croient, toute cette créativité-là. Nous en donner un exemple. L'imprévu, c'est quoi? Tu te fais dribbler alors, je récupère le ballon, et puis ma seule façon de casser la première ligne de pression, c'est le dribble. Parce que le dribble est un élément incroyable pour casser une première ligne de pression et créer un surnombre, créer un déséquilibre. Déséquilibre, c'est quand l'équipe adverse commence à courir contre son but. C'est ça, exactement. Et le but, c'est d'amener l'équipe adverse à courir toujours contre son but. D'accord? Donc, c'est de trouver toujours l'homme libre par une passe, par un schéma ou par un dribble. Et donc, quand on est dans cette situation-là, à 2 contre 1, 1 contre 1, 3 contre 2, peu importe, quels sont les principes? Donc, alors j'en ai beaucoup, mais alors, par exemple, si on arrive au 1 contre 1, toujours porter le regard ce qui passe derrière le joueur défensif, parce qu'on identifie l'espace. Il y a un espace derrière, ça veut dire qu'il peut aller, parce qu'on a des joueurs super talentueux. Quand il y a des espaces derrière, il ajoute côté à son copain. Puis des fois, quand il y en a 2 qui doublent, ils essaient quand même de dribbler, puis ils vont se casser le nez sur le deuxième. Donc, une des choses que je dis souvent aux attaquants, ou dans des attaques rapides, on va dire, c'est de toujours voir ce qui se passe derrière. Si tu as la profondeur derrière, affronte. Si tu n'as pas la profondeur derrière, trouve la largeur. C'est les mêmes principes que collectif. Et je me dis, est-ce que aussi, dans notre culture, nous, français, je parle de notre culture française, est-ce que nous aussi, on n'est pas un peu aussi des coachs ou des joueurs qui sont plus dans la sécurité? Ils osent pas non plus trop, parce qu'ils se disent, bon, alors, peut-être qu'il sait qu'il peut aller dribbler, mais il se dit, ouais, mais si je la perds, on pense toujours à si je la perds. Voilà, tu vois? Le problème, c'est que c'est l'entraîneur qui pense comme ça. Ouais. Le joueur, quand il a 7, 8 ans, 10 ans, il pense pas comme ça. Et je pense pas que c'est qu'en France, hein, c'est dans tous les pays. C'est parce qu'en fait, quand on est entraîneur, ce qui nous sécurise, c'est que l'équipe joue bien et qu'on perd pas le ballon. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que le joueur qui perd le ballon, le joueur créatif, il va vous faire perdre parfois des matchs, mais il va vous faire en gagner. Donc, c'est le jeu qui est hyper délicat de maintenir sa confiance, sa créativité, sa percussion, tout en maintenant une cohésion de groupe. Et je pense que trop tôt, on les fait rentrer dans un moule pour que l'équipe joue bien. Parce que l'entraîneur, oui, il voit son équipe jouer, ils font toute une belle conservation, mais à la fin, est-ce que ça ne va pas parfois au détriment du développement du joueur créatif? Parce que si un joueur créatif redoute les conséquences de ses prises d'initiative, il va donner son ballon
mais il pourra pas se développer en termes de percussion. Alors, c'est bien que tu me parles de ça, parce que moi, je suis en plein dedans en ce moment. C'est que j'ai beaucoup de coachs qui font ça, même dans le club où je suis. Et en fait, ils font quand même la différence, parce que eux, ils sont focalisés généralement sur le match et sur le résultat. Donc, on voit. Alors, même moi, j'étais étonné parce que ils sont pas sur l'aspect vraiment individuel du joueur. Moi, je m'y intéresse à ça. Et en fait, pour moi, en fait, si tu te focalises pas là-dessus, je trouve que c'est quand tu joues contre des bonnes équipes, je trouve que c'est compliqué quand même de réussir à avoir des résultats si t'as pas des bonnes individualités. Et ils arrivent quand même à gagner des matchs parce qu'ils inculquent quand même des principes généraux, en gros, et ça marche quand même. Mais le problème, c'est que si on parle formation, moi, c'est ce que je pense. T'as le droit de me dire si que j'ai tort. Hein. C'est que ça peut marcher au début, mais je pense qu'à bout d'un moment, plus ils vont grandir, plus ils vont grandir en catégorie, ils vont passer des catégories, plus le niveau va être élevé. En fait, l'étau va se resserrer. Et en fait, c'est là qu'on va comprendre qu'en fait, on aurait dû travailler sur l'individualité. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, il faut pas mettre en opposition le développement du collectif. D'accord. Parce que le joueur se développe aussi là-dedans. Il développe une intelligence. D'accord. Donc, c'est important d'avoir des principes collectifs tout en développant la créativité individuelle. Et je pense la liberté aux joueurs de pouvoir s'exprimer dans ces principes-là. Et après, c'est une compétence, c'est un travail. En fait, ce qu'on oublie parfois, c'est qu'au même titre que la condition physique, au même titre que le jeu d'équipe, faire la différence individuellement, c'est un travail. C'est un travail et il faut lui donner l'espace pour qu'il puisse le pratiquer, le corriger, l'expérimenter. Et donc, il faut créer cet espace. Je pense qu'on fait rentrer trop vite les jeunes dans un moule. On dit souvent qu'à partir de 15-16 ans, après on travaille beaucoup moins ces aspects individuels. Souvent 12-13 ans, on les laisse encore. Je pense que c'est important. Les aspects collectifs sont super importants parce que à la fin, on doit avoir des joueurs de foot. Hein. Il ne faut pas avoir des joueurs... Bien sûr. Mais à la fin, il faut quand même leur laisser l'espace parce qu'admettons qu'il ait 16 ans, de 16 à 19 ans, il a 3 ans ou peut-être qu'il va plus travailler de 1 contre 1. C'est vrai. Et en fait, 3 ans. On va plus le brider à cette âge-là. Le brider, et à la fin, c'est une compétence. C'est une compétence de pouvoir créer des joueurs qui font la différence. Mais j'ai remarqué, même dans le monde professionnel, quand on regarde même des matchs, on voit même des entraîneurs énervés quand t'as des joueurs qui prennent des initiatives comme ça, même du dribble, même sur un dribble, même sur des gestes un peu fantaisie. Est-ce que toi, ça doit te... Alors, au niveau professionnel, c'est un petit peu différent parce qu'on doit gagner les matchs, déjà, Même si on doit gagner les matchs, mais on doit aussi plaire à un public. Et c'est vrai que maintenant, on voit souvent du jeu un peu stéréotypé, c'est toujours la même chose. On voit rarement des joueurs créatifs. On voit même quasiment plus de dribbles dans un match. Je regarde un peu les dribbles, c'est toujours les mêmes. C'est généralement des changements de rythme, des crochets. C'est très pertinent ce que tu dis parce que quand on regarde le football des années 90, 2000, je pense qu'il y avait beaucoup plus de joueurs créatifs. Alors aujourd'hui, il y a deux théories. Il y a une qui dit c'est normal, le football devient beaucoup plus physique, donc on voit moins ça. C'est des athlètes maintenant. C'est des athlètes. C'est un peu vrai, mais je pense que ça vient beaucoup des méthodes de formation et qu'en fin de compte, on doit être garant de maintenir des joueurs créatifs parce que si on développe plus ces joueurs-là, si on leur laisse plus la place, c'est nous qui décidons du football de demain. Et aujourd'hui, c'est très très important de pouvoir laisser l'espace à ces joueurs qui font la différence. On voit dans certains pays, comme l'Espagne par exemple, où l'émergence de petits gabarits qui viennent souvent, c'est pas un hasard. C'est parce qu'en fin de compte, ils ont compris que le football... Alors, il y a plein de choses qui se font bien en France, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, peu importe. Je suis pas en train de faire une comparaison entre pays. Mais c'est vrai qu'en Espagne, on a compris que le football est d'abord un sport cognitif. C'est de l'intelligence de jeu. Et après, bien sûr, il y a une dimension athlétique qui est indispensable aujourd'hui. Mais c'est important que le joueur, en fait, puisse se développer et puisse faire aussi ses expériences de créativité et pas le brider trop vite dans la condition physique, parce que sinon, on va créer que des joueurs physiques. Mais la tactique, maintenant, qui est beaucoup plus développée, est-ce que c'est pas aussi ça qui limite les joueurs? Parce que moi, je regarde, par exemple, des matchs à l'époque, tactiquement, on était moins à la pointe qu'aujourd'hui. Et en fait, il y avait plus d'espace. Donc, plus d'espace... peut-être te permet aussi d'être plus libre et de pouvoir faire les choses, beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, par exemple, on voit un joueur qui fait un contrôle, on voit directement un joueur qui le cadre directement rapidement. Avant, même sur un contrôle, on voyait qu'il avait à peu près 4-5 mètres autour de lui et il pouvait s'exprimer. Est-ce que ça joue là-dessus ou pas? Tout est tactique, en fin de compte. La tactique est importante et c'est l'évolution du football. L'évolution tactique du football, elle est normale. Maintenant, à nous de développer des joueurs en crise d'espace et crise de temps. C'est-à-dire que dans le football du futur, je pense qu'il y aura toujours moins d'espace et toujours moins de temps. Et donc, à partir de là, créons des joueurs qui puissent faire la différence collectivement, individuellement,
dans cette crise d'espace et crise de temps. C'est très, très important. On viendra un peu sur Footlab tout à l'heure, mais j'aimerais bien, t'es à la Zidane Academy, donc tu y es encore ou Oui, c'est moi qui crée le... Donc t'es le responsable pédagogique, ça, directeur pédagogique? En gros, c'est moi qui crée le contenu des académies Zidane avec David Bettoni et en concertation avec Zinedine Zidane. Alors comment ça s'est fait ça, parce que c'est marrant quand même de... Donc tu travailles avec Zidane quand même, il te fait confiance. Donc ouais, comment je ça pense s'est qu'il me fait? fait confiance, on s'entend bien. Je pense que au-delà des détails de la rencontre, mais en fin de compte, je pense que c'est une rencontre qui s'est faite au niveau des idées. Et en fin de compte, c'est une idée du football qui est sortie en fait. L'idée du football, c'était la qualité du geste, le jeu, la créativité. Et en fin de compte, on a beaucoup échangé avant que je lance le programme. Et en fait, on était en phase avec David Bettoni, avec Zinedine Zidane. Et en fin de compte, on a lancé ce... Mais comment ça s'est fait? Parce que c'est intéressant de nous dire est-ce que c'est lui qui t'a appelé? Est-ce que vous vous connaissiez avant déjà? Est-ce que c'est par le biais d'une relation? Moi, je suis fan, c'est même Zidane, moi, qui m'a fait inscrire au foot en 98. J'avais même 6 ans. Non, je crois que j'avais 5 ans. Et je devais attendre une année. J'étais triste parce qu'il fallait que j'attende. C'était à 6 ans qu'on pouvait s'inscrire. Mais moi, c'est Zidane. Et c'est marrant Alors, ça s'est passé, je pense qu'on avait des académies à l'époque autour d'Aix-en-Provence. À l'époque avec Curver, et puis je sais qu'il y a la famille il y avait des enfants de la famille qui sont allés, et puis après de fil en aiguille on a discuté et est venue l'idée de créer ces écoles de football. D'accord, avec des gens de sa famille, et après lui t'as rencontré Voilà, et en fait sur la méthodologie, ensuite on a rencontré les responsables du Five, et donc on a eu ces 3 entités entre Zinedine Zidane, son nom et son passé, les Five avec les structures et moi avec le contenu, et donc cette idée a émergé comme ça. Mais avant, c'est vrai que je voulais lui parler, je voulais qu'il vienne voir ce que je faisais. Ouais. En fait, parce qu'au début, on m'a dit que je devais le rencontrer dans un hôtel, et moi je préfère qu'il vienne voir sur le terrain ce que je fais, parce qu'à la fin, c'est le terrain. Vous savez, les théories, on en a beaucoup, les constats, on a tous les mêmes, mais sur le terrain, je voulais qu'il voit ce qui se passe sur le terrain. Et quand il est venu sur le terrain, moi, ce que j'ai vu, c'est on s'est compris, mais en plus, il l'a ressenti. Je voyais qu'il faisait encore les gestes. Quand il regardait les entraînements des petits, il était comme ça, il bougeait. Et il l'a ressenti au plus profond de lui, parce que je pense que c'est un joueur très instinctif. Et en fin de compte, il a senti toute cette technicité du beau geste, du beau jeu. Et puis là, après, je suis allé une fois à Madrid lui exposer plus en détail la méthodologie. Et quand il était coach encore? Il était encore coach au Real Madrid, avec David Bettoni. On s'est retrouvés dans son bureau. Donc David Bettoni, pour ceux qui connaissent pas, c'était son adjoint. Son adjoint, tout à fait. Ouais. Et puis on était dans son bureau, et je lui ai exposé. Et puis à partir de là, il est comment Zidane? Parce que c'est normal, tout le monde l'aime, tous les Français l'aiment bien. Donc il est comment Zidane quand tu le rencontres? Tout le monde l'aime parce que c'est quelqu'un de très bien. Il est comme les gens s'imaginent, quelqu'un de très simple, très humble. Très pertinent dans ses analyses. Voilà, c'est très accessible, et puis un ressenti incroyable, beaucoup d'intelligence je pensais qu'il était introverti, mais en fait non, beaucoup d'intelligence, de pertinence dans l'analyse. Ça m'a vraiment surpris. Très très pertinent. D'accord. Donc une très bonne personne. Donc tu étais fan de lui en plus, je pense. Oui, alors là, en tant que joueur, on n'avait pas trop de choix, parce qu'il faisait quand même l'unanimité. Et en tant qu'entraîneur, il a prouvé qu'on a gagné pas mal de titres. Alors, donc, quand tu es responsable, donc c'est toi qui développe l'académie. Alors, là, j'ai beaucoup de questions là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre les académies. Et toi, déjà, j'aimerais avoir qu'est-ce que tu réponds aux gens qui sont contre ça, contre les académies? Parce qu'en fait, moi, je suis clair avec toi, je suis honnête. J'aime bien Zidane, il n'y a pas de problème et tout. Le problème, c'est qu'il y a aussi des autres académies, le PSG Academy, tout ça. Est-ce qu'on joue pas sur le fait que c'est Zidane et on crée une académie, donc pour avoir après tout est financier dans la vie, c'est normal. Mais est-ce que c'est pas juste pour l'argent, ou c'est vraiment une plus-value? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les académies. C'est pour ça que alors, ça m'embête de la poser, parce que c'est l'académie de Zidane. Non, mais moi c'est mon joueur préféré, donc. Il y a aucune mauvaise question, et la question est légitime. Alors, pour répondre à ta première question, l'académie, elle est destinée souvent à des enfants aussi de 4, 5 ans, 6 ans qui sont pas encore pris en club. D'accord. D'accord, ok. Alors, il y a beaucoup de voilà. Et en fin de compte, une académie, en fait, l'idée, c'est de voir le contenu. Et si Zinedine Zidane a voulu créer une académie,
sa seule préoccupation, c'est qu'il y ait du bon contenu. Et donc, moi, avec les responsables des académies dans toute la France, on se réunit 4 fois par an pour se former, pour échanger. On fait des séminaires en plus, même avec. Pour des séminaires. Et à la fin, l'idée, c'est vraiment de créer du contenu. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré le nombre de centres qu'il y a en France, on maintient un niveau de contenu qui est super intéressant. Donc à la fin, quand c'est bon pour l'enfant, donc c'est 1 à 2 fois par semaine, hein, ça ne met pas en concurrence ce qui se fait en club, c'est très complémentaire. Il y a des joueurs qui sont en club et qui viennent se perfectionner. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout en club. Et puis il y a des tout petits qui débutent le football. Donc moi, je trouve que c'est une super belle aventure. Et en fin de compte, elle n'a de sens que parce qu'il y a un bon contenu. Mais bon contenu au niveau pédagogique, donc confiance, créativité, prise d'initiative, et puis contenu aussi sur le terrain, au niveau des exercices. Donc l'idée, c'est vraiment, on n'a pas l'ambition de développer des joueurs professionnels à travers ça, c'est de créer un contexte où l'enfant ait du plaisir. Certains vont progresser, je pense que la plupart progressent. Certains viennent juste pour prendre du plaisir, d'autres ils viennent pour se perfectionner. D'accord. Donc voilà, l'idée c'est ça, et je trouve que c'est une très belle aventure. Et moi, ça m'intéresse quand tu dis le mot contenu, parce qu'on va pas se le cacher aujourd'hui, les académies, c'est beaucoup de créer des académies parce que c'est un côté business. Même moi, si je crée une académie, je serais bien, mais je le fais pas parce que je suis contre ça. Alors, c'est pour ça que je m'attarde sur le mot contenu. Comment tu vends ton contenu, comment tu le présentes surtout, parce que moi, je suis un parent, j'ai un enfant, comment je peux comprendre ce que tu vas faire. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens, moi j'ai envie de sensibiliser les parents là-dessus, que quand ils arrivent dans une académie, ils arrivent à voir, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe là-dedans. Donc comment toi ils vont très vite comprendre, parce qu'à la fin c'est exactement la même chose qu'un club. Quand tu as un club, tu as 10 entraîneurs, tu crées un contenu, et puis tu donnes un contenu à ton club, et nous on fait exactement pareil, on crée un contenu pour les enfants. D'accord. Alors après, je peux te détailler tout ce qui se passe, mais en fin de compte, je pense que c'est ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est que je pense que le niveau de l'académie ZFC, Zidane Five Club, est un super niveau. Et pour des enfants de 6 à 12 ans, on est d'accord. Hein. Et vos éducateurs sont formés? Les éducateurs sont formés 3 à 4 fois par an. D'accord. Donc voilà, après, il y a pas mal. Moi, je suis garant. Sur ta méthode? Sur ta méthode? Sur la méthode, ouais. D'accord. L'idée, c'est que de former ces éducateurs. Après, c'est eux qui sont responsables de la transmettre, hein, on est d'accord. Bien sûr. Moi, je suis pas sur le terrain pour pouvoir vérifier, mais en tout cas, je forme les éducateurs. D'accord, donc tu mets des responsables, quoi qu'il arrive, qui te font les retours, quoi qu'il arrive, sur tes éducateurs. Bah, c'est super, je vais peut-être m'inscrire alors. Franchement, je t'encourage. Je suis un peu trop grand, non? Un peu trop grand, mais en tout cas, tu peux venir voir, tu verras que il y a beaucoup de bonnes choses qui se font. J'ai failli y travailler en plus, j'avais rencontré un responsable en plus, mais je t'en parlerai après. On revient sur Footlab, donc est-ce que tu peux me réexpliquer vraiment ce qui est Footlab? Parce que c'était vraiment ta société, Footlab. Alors, Footlab, en gros, c'est le nom de ma société, mais c'est surtout ma méthodologie, en fait. On peut dire Footlab, Patrick Lasmina, peu importe le nom. L'idée, c'est qu'elle s'articule sur deux axes. Un, on va développer le joueur. Il doit être capable d'identifier ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, d'accord. Et 2, c'est quand il voit ce qui se passe, c'est répondre de 2 manières. Pour répondre à des principes de jeu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comment au niveau individuel je peux répondre au mieux au collectif, et puis comment je fais face à l'imprévu. Quand tout ce que j'ai préparé à l'entraînement, il y a un nouveau problème qui se passe, comment moi je fais face à l'imprévu, au niveau technique, terrain, mais aussi au niveau état d'esprit. Ça veut dire que quand moi, pendant le match, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, plutôt de le prendre mal, l'adversaire me pose un problème, où on essaie de sortir le ballon comme on a travaillé à l'entraînement, mais ça ne marche pas. Comment moi, je réinteragis avec ça? Ça veut dire qu'à la fin, le plan A ne fonctionne pas, je vais essayer de faire un plan B. C'est l'imprévu. Et c'est un challenge, c'est positif. C'est pas quelque chose qui doit me rebuter. C'est quelque chose qui doit être une énergie positive. Et donc, inculquer aux joueurs, vraiment, l'idée on travaille en équipe, on travaille des principes, mais au bout d'un moment, dans le match, il y a souvent des choses qui se passent pas comme prévu. Et ben ça, c'est un challenge parce que je vais apprendre. Puis à la fin, on parle de football, mais c'est une formidable école de vie, parce que dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, on a notre éducation, nos valeurs, et ça peut être le modèle de jeu, d'accord. Et puis, il y a des choses qui se passent pas comme prévu.
et comment moi j'interagis avec ce qui est imprévu, comment moi je me débrouille quand il y a des aléas de la vie, et comment moi j'interagis avec ça de manière positive, où j'essaye de trouver des solutions de manière positive. Donc, moi, je pense que Footlab a 2 vertus. Une, elle développe le joueur dans le football, mais 2, il y a des liens qui se font en tant qu'individu, des liens forts. Donc là, on parlait éducation, valeurs, modèle de jeu, faire face à l'imprévu. Et moi, c'est bien que tu me parles de faire face à l'imprévu, parce que c'est quelque chose que moi, personnellement, j'en discute pas avec d'autres éducateurs, même dans mon environnement à moi. Hein, je connais pas beaucoup non plus beaucoup de monde, mais comment t'intègres des éléments imprévus dans tes séances? Bah, c'est tout. Et puis, est-ce que tu as un exemple d'un petit exercice, pour que les éducateurs, pour qu'ils comprennent, tu vois, rapidement, comment on peut travailler ça? En fait, ce qui est imprévu, c'est typiquement, c'est un 2 contre 1, un 1 contre 1, un 3 contre 2. En fait, c'est des attaques rapides, d'accord? C'est tout ce qui est pas dans la construction du jeu, en fait. Je récupère un ballon sur le côté, je perds le ballon, comment? Je dois affronter un contre 1, comment je le fais? Ou je récupère un ballon en tant que défenseur central, est-ce que je sors par la passe ou je sors par la conduite? Quels sont les éléments qui vont me faire sortir par la passe? Quels sont les éléments qui vont me faire aller fixer? Donc, c'est toutes ces choses-là, en fin de compte, qui arrivent hors modèle de jeu. Donc, c'est toutes ces situations de déséquilibre, en fait. Et c'est un peu mon travail que je fais, c'est un peu mes spécialités. Donc, c'est comment tu l'intègres comment on l'intègre ça en tant qu'éducateur? Moi, vraiment, je veux travailler ça, là. Est-ce qu'il y a un exercice, une idée, là, Il y en a beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner une situation, un petit exercice, là, pour travailler vraiment cette situation d'imprévu? Bah, c'est tout ce que je t'ai dit, c'est le 2 contre 1, le 2 contre 1, le 3 contre 2, c'est des 3 contre 3 avec multi-buts, c'est changer d'idée, c'est se créer de l'espace, du temps, c'est toutes ces choses-là, c'est toute la technicité, toute la créativité du joueur. C'est tout ce qui permet de faire une feinte, un changement de direction, une prise de balle dans un espace libre. D'accord. Parce qu'en fait, moi, je te dis ça pourquoi? Parce que, est-ce que sur une séance, t'arrives et on dit, voilà, aujourd'hui, on va travailler un peu tout ce qui est le côté imprévu? Ou est-ce que on n'en parle pas de ça, mais on développe, parce que là, même les situations de 2 contre 1, on pense tout de suite on travaille la supériorité, soit il y a la phase offensive, donc ceux qui ont le ballon, donc les 2 joueurs. Donc là, ils vont essayer de trouver, comment ils vont se déplacer face à un joueur. Donc on va travailler ça, mais indirectement, on travaille l'imprévu en même temps, mais on le dit pas. Ça, ouais. Donc, c'est comme ça qu'on doit le fonctionner. Moi, j'ai juste défini ça en termes de fil rouge, pour mes éducateurs. Après, c'est reste du foot, c'est du football qu'on travaille. J'ai rien. Parce que moi, je suis peut-être trop tac-tac. Je me dis aujourd'hui, voilà, peut-être qu'on va faire une séance, on travaille ça. Donc... Non, parce qu'à la fin, en fait, de vouloir toujours compartimenter. Ouais, c'est ça mon problème. J'ai un problème là-dessus, désolé. Non, mais c'est de manière générale, on veut compartimenter l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect tactique, l'aspect tactique. Mais en fin de compte, on travaille le football. On travaille le football et c'est un produit. Et que, en fin de compte, l'aspect technique aura une influence sur l'aspect mental, l'aspect physique aura un impact sur l'aspect tactique. En fait, tout est lié. On peut pas dissocier les éléments. Et je sais que dans les fédérations, pour passer les diplômes, on est obligé de séparer un petit peu. Ça. Mais à la fin, moi, je dis toujours qu'un diplôme dans une fédération, c'est un point de départ d'une carrière d'un joueur. C'est pas le point d'arrivée. D'obtenir même un haut diplôme, c'est le point de départ. Donc là, on a toutes les bases qui sont importantes, inculquées par les fédérations. Mais après, c'est à nous de pouvoir développer tout ça. Et souvent, on croit qu'on arrive sur un point d'arrivée. J'ai un diplôme, voilà, élevé, donc je sais tout. Non, c'est le début de ta carrière. Le diplôme, c'est le début de ta carrière. Donc Footlab, c'est préparer les joueurs face à l'imprévu. Mais moi, j'ai relevé 4 axes. Donc, de toute façon, c'est simple. Je suis allé sur ton site et il y avait développé les mouvements du corps adaptés aux situations. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Et nous donner un peu des exercices pour qu'en fait, moi, je veux vraiment que la personne... Voilà. C'est compliqué comme ça parler. Par contre, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est déjà la qualité du geste technique, la qualité du mouvement. Donc, on va pas travailler spécifiquement un mouvement parce qu'on sait, et ça, c'est un petit truc que je peux donner aux éducateurs, avant de travailler la technique, je donne un exemple, verrouille la cheville, etc. Avant de corriger ça, il faudrait qu'il corrige l'intention qu'il a le joueur. Ça veut dire que c'est l'intention qui va guider l'action. Donc, par exemple, si je reçois le ballon d'un côté, puis je veux aller là-bas, puis j'ai pas verrouillé ma cheville, plutôt que lui dire pourquoi t'as pas verrouillé ta cheville, demande-lui où il voulait aller.
Parce que si le joueur reçoit le ballon, puis il ne se concentre pas comment l'amortir, mais il se concentre déjà où il va aller, il va déjà se régler par lui-même, avec sa gestuelle à lui. Donc ça, c'est important de guider. C'est d'abord l'intention qui guide l'action. D'accord ? Ça, c'est sur les préférences motrices de chacun, en fait. Ça, c'est encore un autre débat. C'est encore un autre débat. Après, la qualité du mouvement, c'est des principes. Le relâchement dans le mouvement. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont hyper focalisés sur le mouvement. D'accord ? On dit que c'est des joueurs techniques, mais ils sont très nerveux, entre guillemets, dans la gestuelle. Et en fin de compte, quand on est comme ça, on dépense plus énergétiquement. Si on est relâché dans le mouvement, on va beaucoup moins dépenser de manière énergétique. Et surtout, on va libérer les ressources attentionnelles. Ça veut dire qu'en faisant ça de manière fluide, on pourra déjà voir plus loin. Et en fait, si on est toujours hyper focalisé, on ne voit plus rien. Et le football, si vous avez une technique et vous ne voyez pas ce qui se passe, votre technique devient stérile. On a beaucoup de joueurs où on dit c'est des joueurs super talentueux. On les voit à l'échauffement, ils font des choses exceptionnelles avec le ballon. On dit, ouf, lui, il est incroyable. Puis après, en match, il rate tout ce qu'il entreprend. Puis on me dit, ouais, mais c'est dommage, il a du talent. Non, c'est un autre sport. Savoir maîtriser le ballon, c'est une chose. Savoir maîtriser le ballon dans un contexte, c'en est une autre. Et ça, c'est le football. Et donc, une des pistes, parce qu'il y a plusieurs pistes pour le développement d'un joueur, c'est le relâchement dans le mouvement. Pour qu'il puisse voir, interpréter les choses. D'accord ? Beaucoup de joueurs touchent beaucoup trop le ballon, trop souvent. Toucher moins le ballon, mais le toucher mieux. Pour pouvoir voir, pour être plus fluide. Ça, c'est un gros axe de travail, surtout avec des jeunes talentueux de U17, U19, même des joueurs pros. Donc, toucher moins le ballon, toucher mieux le ballon. C'est super intéressant. Donc, il y avait un troisième, c'est accroître la capacité à identifier les éléments pertinents dans la prise de décision. Ouais. Alors, ça, c'est très simple, mais c'est ce qu'on disait avant sur la prise d'information. La prise d'information n'est pas un acte mécanique. C'est un acte cognitif. Ça veut dire que dans tout ce qui bouge, ça veut dire les joueurs en face de moi, parce que le football, c'est un jeu à contexte dynamique. D'accord ? Quels sont les éléments à prendre en compte, qui sont importants ? Quels sont les éléments à laisser pour compte ? Et en fin de compte, dans chaque situation, il y a des éléments qui sont pertinents. 1, 2, 3 éléments. Et le joueur qui arrive à interpréter ça de manière optimale, il fera toujours les bons choix. D'accord ? Donc, c'est important de voir qu'est-ce qui est important de voir dans une situation. Et ça, c'est le rôle de l'entraîneur à l'amener. Un espace qui se libère, un espace qui se prend, un pied d'appui, une orientation. Toutes ces choses-là qui vont vous permettre de prendre des décisions. Une course, d'accord ? Si tu me passes dans le dos comme ça, je vais orienter d'un côté pour te créer de l'espace. Toutes ces petites choses-là. Il y a développé des joueurs créatifs et confiants. Alors, moi, j'aimerais bien m'attarder sur le mot confiant, parce que je pense que ça aussi, en fait, je pense que c'est même la base. Un joueur qui n'a pas confiance en lui, je pense qu'en fait, il peut rien faire, en fait, dans le football. Si t'es d'accord avec moi, quasiment. Moi, j'étais quelqu'un, par exemple, quand j'étais jeune, j'avais pas super confiance en moi, et c'est vrai que je me suis rendu compte, si j'aurais eu confiance en moi, peut-être que j'aurais pas été le même joueur. La confiance, c'est un élément clé. Et vous savez, c'est très long pour développer la confiance d'un joueur, et c'est très rapide pour la détruire. Et donc, c'est quelque chose qu'on devrait maintenir tout au long de sa formation. Et on arrive à un paradoxe dans le football, dans la formation, dans certains clubs, avec certains éducateurs, c'est que le joueur, en allant au foot, il perd confiance. Alors que le sport, de manière générale, devrait lui donner de la confiance. Alors, je ne parle pas de la concurrence, il joue pas, qui sont propres surtout chez les plus âgés, où au bout d'un moment, on rentre dans une concurrence, puis on perd confiance parce qu'on ne joue pas. Mais dans tout ce qui est proposé à l'entraînement, on doit pouvoir donner de la confiance à un joueur. Alors, comment le faire ? Il y a plusieurs pistes. Je pense que la confiance, c'est pas simplement en le tapant dans le dos, puis lui disant tu joues bien, et puis la confiance. C'est, par exemple, provoquer le succès à l'entraînement. C'est bien de les mettre en difficulté, mais il faut que les joueurs puissent réussir et qu'ils aient du succès. Parce qu'un joueur qui réussit 4-5 choses pendant une séance d'entraînement, 3 fois par semaine, fois 36 semaines, il va emmagasiner de la confiance. Donc, on connaît tous les clés pour augmenter et diminuer la difficulté, mais c'est important de maintenir le succès à l'entraînement. Ça veut dire que de créer un contexte où les joueurs, allez, on va dire 80% de vos joueurs, parce qu'il y aura toujours un 20% qui seront un peu en difficulté selon le type d'exercice, on ne pourra pas avoir l'unanimité tout le temps, mais 80% de vos joueurs puissent réussir les choses. Donc, à nous de baisser le niveau ou d'un moment et d'augmenter quand il faut pour que les joueurs réussissent et puis à avoir des paliers de progression. Une des pistes aussi, c'est les paliers de progression. Si vous avez des paliers de progression dans vos entraînements, des variations,
même exercice avec des paliers de progression, le joueur va sentir qu'il y a toujours un palier supplémentaire. Et alors, ça, c'est une double vertu. Le premier, c'est que vous, en tant qu'éducateur, peut-être que vous avez des niveaux différents dans votre équipe. Notamment chez les petits, vous avez un développement pubertaire différent. Il y a des joueurs à 10 ans, ils en font 12, d'autres ils en font 8, il y a 4 ans de différence. C'est vrai. Donc, comment créer un entraînement pour que chaque joueur puisse progresser? Et donc là, vous avez des paliers de progression. Si toi, tu es à ce palier-là, moi, je vais t'amener au supérieur. On peut dire que tu es un joueur talentueux, mais moi, je peux encore te faire progresser parce qu'il y a un palier supplémentaire. Et lui qui est encore à un palier inférieur, on va lui donner un autre palier. Ça veut dire qu'on individualise le coaching. On n'a pas le même coaching pour tout le monde. Je donne un exemple très concret peut-être pour les éducateurs et qui est très simple. Le 1 contre 1. On dit tout le temps, mets de la vitesse au 1 contre 1. D'accord? Mais chez les tout petits, 6, 7 ans, 8 ans, d'abord, il suffit d'avoir juste du déséquilibre. Parce qu'un enfant de 7, 8 ans, s'il a une benne gestuelle, l'autre, il va partir dans l'autre sens, il n'aura pas besoin d'avoir de vitesse. Si on met trop vite la vitesse au 1 contre 1 chez les petits, ils ne vont pas développer leur technicité. Les plus costauds vont passer parce qu'ils vont bousculer. Donc, l'idée, c'est vraiment de d'abord développer la gestuelle. Ensuite, quand on développe bien la gestuelle, on voit que ça va bien. Je caricature. Non, mais oui. On va dire, mets de la vitesse. Mais mets de la vitesse après le geste. Parce que si on lui demande de mettre la vitesse avant, peut-être qu'il ne fera plus le geste. Puis on ne pourra plus développer un joueur créatif. Donc, gestuelle, vitesse après. Après, si ça va bien, on met vitesse avant, gestuelle, vitesse après. Après, si ça va bien, on a vitesse, prise d'information, gestuelle, vitesse après, prise d'information. Donc, on a un éventail dans notre coaching. On a décomposé une situation, le 1 contre 1, et on a un éventail. Et on voit un joueur, et peut-être qu'il a peut-être des difficultés à mettre de la vitesse après. Ouais. Et peut-être qu'un autre joueur, il ne prend pas l'information derrière. Ça, c'est le palier encore après. On ne peut pas former tous les joueurs avec une seule idée, mais de la vitesse ou 1 contre 1. Voilà, c'était juste un exemple. Et on peut le faire sur tous les aspects du football, les aspects collectifs, individuels, etc. Mais j'aimerais m'attarder sur mon cas personnel, parce que je me rappelle, j'avais sur la confiance, pour rester un peu sur la confiance. En fait, par exemple, la jonglerie. Moi, j'étais quelqu'un qui savait pas jongler. Et on était toujours sous pression, tu sais, de savoir, on disait, si tu veux rentrer en sport-études ou en centre, il faut que tu arrives à faire 50 pieds droits, 50 pieds gauche, 50 de la tête. C'était un peu maintenant, c'est moins, maintenant, c'est 25 maintenant, je vois les jeunes. 25 ou 30, ça dépend les trucs. Mais c'est vrai que moi, j'avais connu le 50, 50, 50 partout. Et ça me stressait. J'avais un manque de confiance en moi, en plus, à ce moment-là, par rapport à mon environnement, tout ça. Et, je sais pas pourquoi, mais du jour au lendemain, j'ai su faire mes jongles. Mais pourtant, je les travaillais pas. Mais quand je prends du recul, j'avais plus mûri aussi. Et j'étais dans un contexte aussi, j'avais plus confiance en moi. Pour ça, moi, je pense que c'est la confiance qui a fait que j'avais plus confiance en moi et j'ai réussi à faire mes jongles. Donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi on s'attarde pas là-dessus. C'est pour ça que moi, en tant qu'éducateur, j'aime bien m'attarder là-dessus. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais pas compris. Je sais pas jongler et d'un coup, je sais jongler. Tu vois? Et pourtant, c'était vraiment flagrant. C'était genre j'étais à 8 pieds gauche, peut-être 6-7 pieds gauche, et d'un coup je t'en fais 35-40. Mais comme ça, parce que je sais pas. Ouais. J'étais dans un bien-être sur l'instant T, je sais pas. Non, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a une chose, t'as eu confiance. Il y a une deuxième chose, même si tu te rends pas compte, tu étais en train de le travailler depuis longtemps. Et comme je te l'ai dit avant, la progression d'un joueur, elle est pas par palier, elle est par bond. On le travaille, puis d'un coup, paf. C'est le meilleur exemple, ce que ça vient. On a des joueurs qui travaillent des gestes à 8, 9 ans, 10 ans, ils font des gestes, ça marche pas. Et puis d'un coup, paf, à 17 ans, ça sort. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter, si on s'arrête à 15 ans. Donc la progression d'un joueur, elle est par bond et pas par palier. Ça, il faut tenir compte parce qu'on est des êtres vivants, d'accord ? On n'est pas des robots qui empilent des connaissances. Parce qu'il y a des facteurs émotionnels aussi. On oublie aussi souvent les émotions. Dans quel type d'émotion on est. Et donc ça, c'est important de maintenir la confiance et de travailler sur la durée. Et au bout d'un moment, quand on travaille dans la durée, les choses sortent. Pour la confiance et la créativité, j'ai remarqué quelque chose, alors je l'ai testé et ça a marché, d'autres pas. C'est qu'à un bout d'un moment, j'ai vu aussi que quand, par exemple, un truc tout bête, avant des matchs ou même dans la semaine, j'incitais les joueurs à regarder beaucoup des vidéos de skill et tout. Par exemple, d'Iniesta, à l'époque, j'envoyais beaucoup de trucs d'Iniesta, de Xavi, tout ça. En fait, vu qu'ils regardaient beaucoup ces vidéos-là, indirectement, ils reproduisaient ce qu'ils voyaient et en plus, ils prenaient de la confiance sur des gestes. Est-ce que ça, c'est un facteur ou pas ou... C'est une source d'inspiration.
Mhm. Et en fait, c'est à la fin. La roulette à la Zidane, je pense que si tu regardes une vidéo à chaque fois toute la semaine, la roulette de la Zidane, Zidane, tac, 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 tu la regardes, mais tu la fais pas, hein, t'es même pas, tu devrais toujours regarder. Et ben en fait, je crois que ça rentre dans ton cerveau et sur l'instant T, sur le terrain, tu le fais naturellement. Alors moi, je pense, j'irai un peu plus loin, ça peut t'inspirer, D'accord? mais après, il faut le pratiquer. Ok. Et pour parler Ok. de la roulette à Zidane, je peux te dire qu'il a énormément travaillé. Mhm. Il a passé des heures à la travailler. Et c'est pas venu comme ça, un don, où il faisait la roulette. Donc, je pense que un message qu'on peut donner aux jeunes, c'est que la technique, c'est un travail aussi. Mhm. C'est pas juste un Ça se don. travaille. Ça se travaille, ça se répète. Et malgré ce qu'on dit, qu'en fin de compte, on travaille en jouant, oui, bien entendu. On apprend en jouant, en collectif. Mais c'est en répétant aussi certaines choses, même tout seul, qu'au bout d'un moment, ça va sortir, l'essayer en match. Et c'est le rôle de l'éducateur qui est important chez les petits, de leur laisser l'espace Mhm. de pouvoir faire ça. C'est vraiment important. Mais c'est bien que tu me dises ça parce que on voit beaucoup de joueurs aussi maintenant qui travaillent beaucoup le côté athlétique et qui pensent qu'ils se reposent beaucoup sur ça en pensant que c'est grâce à ça qu'ils vont réussir. Et même des fois, je pense qu'ils utilisent ça aussi pour avoir pour être psychologiquement être bien. Parce que je vois beaucoup de joueurs, par exemple, qui ont 15-16 ans, même des fois 14-15 ans, et qui veulent réussir dans le foot et qui vont faire des marathons en pensant que ça va vraiment les aider à devenir professionnels. Tu sais, on oublie cet aspect-là de cette technique. Tu sais, les joueurs-là, ils oublient. Et c'est pour ça que toi, t'es pour plutôt travailler sur l'aspect technique. Mais je crois que l'aspect physique est important, mais de manière générale, je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut préparer physiquement quelqu'un en 5-6 mois, quel que soit l'âge. D'accord ? Je caricature un petit peu parce qu'il y a des choses qui doivent être travaillées pendant des années. Je pense que les aspects cognitifs et techniques, ça met des années. Comprendre, réaliser depuis tout petit, pratiquer. Je suis d'accord avec toi. Interagir, voir les espaces qui se libèrent, les espaces qui se prennent, la technicité. Et tout ça, c'est des années de travail. Donc, il faut juste prioriser par rapport à l'âge, qu'est-ce qui est important de travailler. Mais c'est aussi, des centres de formation recrutent aussi sur le physique. Hein. Et parfois, ça fait des bons joueurs, mais je pense c'est important de comprendre ce que requiert le football intrinsèquement. Et bien sûr qu'après, il faut pouvoir répéter les efforts, il faut aller vite, etc. Bien sûr. Mais c'est vrai que je trouve que à partir d'un certain niveau, quand même, ce qui fait la différence physiquement, tu peux te calquer un peu sur l'instant T. Voilà, je suis pas prêt physiquement, je sais quand je travaille 4, 5, 6 mois, je vais pouvoir me mettre un peu au niveau des autres. Mais c'est vrai que techniquement, je trouve que c'est vraiment là le souci, c'est que c'est vraiment dur de se mettre au niveau rapidement techniquement, si t'as pas eu une bonne formation avant. Puis les entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs, les médias, dès qu'une équipe joue pas bien, on met souvent sur l'aspect athlétique. Ah, on n'était pas prêt physiquement. Mais c'est vrai. Alors que souvent, c'est aussi des aspects émotionnels. Hein, j'ai une interview de Guardiola quand c'était contre la Juve, quand il entraînait le Bayern, et le journaliste lui dit la Juve a baissé physiquement en deuxième période. Et Guardiola, il dit, mais vous parlez toujours de l'aspect physique, mais moi, je pense que c'est un aspect émotionnel. D'ailleurs, des fois, on voit des joueurs qui sont complètement lessivés dans les 10 dernières minutes, ils marquent un but et ils font 3 fois le tour du terrain. J'exagère. Hein. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un facteur émotionnel qui est aussi important. Et ça, FootLab aussi intégré. Donc, tout ce qui est émotion, gestion des émotions par des facteurs externes, le public, l'entraîneur, l'adversaire, mais comment moi je gère aussi les émotions, comment je les canalise, comment je les accepte. C'est un aspect qui est super important. Donc vous êtes en partenariat FootLab avec un lycée, non, une fac ou un lycée, j'ai mal renseigné peut-être. C'est un lycée, voilà, donc c'est un lycée à Genève, et on a créé une filière football. D'accord. Donc c'est pas un sport-études, parce que le sport-études c'est un aménagement du temps. C'est ça. Hein. Nous on a créé vraiment une filière football, ça veut dire que l'enfant il rentre dans sa passion, qui est le football. Donc il a des entraînements pendant les horaires de classe, entraînement de terrain, d'accord. Mais il a également des cours en classe. Des cours en classe on a un pôle santé. Bon, alors il y a nutrition, prévention des blessures, etc. Mais il y a aussi accueil, gestion des émotions, d'accord, où ils apprennent à respirer. Et après, on fait un lien sur le terrain et ils reviennent en classe et aussi en cours de maths. Parce qu'à la fin, c'est un mode de vie après. Et puis, on a un cours culture football qui est assez sympa. On part du football. Je prends un exemple, on prend une ville. Ils étaient sur Glasgow.
2 clubs. Pourquoi un plutôt classe populaire, l'autre classe bourgeoise, historiquement, un catholique, un protestant, puis après on part sur l'histoire des religions et le rôle de l'Écosse pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, il y a plusieurs idées là derrière. C'est que les enfants ont besoin d'être passionnés. Et à travers la passion, on ne doit pas juste rester dans notre propre discipline, mais toucher d'autres disciplines. La porte d'entrée, c'est la passion, c'est le football, mais on peut toucher la religion, l'histoire d'une ville, un contexte historique, géographique, sociologique. Et en fin de compte, dans le cours culture football qu'on a, on part toujours du football et on va rejoindre d'autres dimensions. Et c'est la même idée que je disais tout à l'heure. Créer des spécialistes, c'est bien, parce qu'on devient spécialiste dans un domaine. Puis quand on devient spécialiste dans un domaine, on a des mécanismes de réflexion qui sont très pertinents. Par contre, parfois, on oublie la dimension globale de la société. Et pour résoudre des problèmes, souvent, je pense qu'il faut prendre de la hauteur et avoir une compréhension globale de ce qui se passe. Et on a, si je fais le parallèle dans le monde de l'entreprise, on a des spécialistes parfois qui ne comprennent plus rien à la globalité des choses. Et donc là, l'idée, c'est de partir dans ça peut être le football. Le football, c'est qu'un vecteur. Ça peut être la musique, ça peut être l'art, la peinture, peu importe. Partir d'une passion pour pouvoir rejoindre d'autres dimensions. Tu penses que c'est quelque chose qu'on devrait faire aussi, nous, dans nos clubs? Après, je sais qu'il n'y a pas le temps, c'est parce que c'est pas ménage. Mais est-ce que tu penses que nous, les clubs, on pourrait le faire ou pas? Le club, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il y a là, on va au-delà du foot, il y a une vraie réflexion à quoi sert le football. Parce que, en fin de compte, quand on regarde dans les centres de formation, il y a seul 1% réussissent. Et 99% des ressources sont destinées aux 1% qui réussissent. Je caricature un peu parce qu'il y a des programmes qui se font aussi. Et aujourd'hui, je pense que le football a une autre vocation que de réussir dans le football. Elle doit vous permettre de pouvoir vous ouvrir à plein d'autres disciplines. Et donc là, on est complètement dans une réflexion d'éducation. C'est ça, c'est un projet éducatif. Ouais. Un projet éducatif où la passion doit vous permettre de toucher d'autres domaines. C'est un programme complètement innovant qu'on a lancé depuis 1 an et demi et j'en suis assez fier. Parce que c'est le foot, c'est le projet éducatif, c'est foot santé, foot respect. Ça c'est de manière générale ce qu'on essaie de développer aussi à travers Foot Lab, mais c'est vrai que il y a un aspect santé entre guillemets, mais ça on essaie de sensibiliser comme tout programme éducatif. Donc, voilà, ouais. Parce que moi pourquoi je voulais qu'on parle de ça, c'est que t'as beaucoup de clubs qui laissent de côté le projet éducatif. Donc c'est vrai que nous dans les clubs on a le PL, le projet éducatif et fédéral que la Fédé nous envoie. Elle est souvent mis de côté, c'est-à-dire qu'on le lit même pas. Et moi en fait ce que j'aurais que tu dises aux éducateurs qui nous regardent, pourquoi c'est si important de mettre cet aspect éducatif pour le développement des gamins. En fait, justement, je le disais que 99% des joueurs qu'ils auront, ils seront pas pros. À la fin, c'est ça la réalité. Même si il faut les faire rêver, parce que c'est faire rêver un enfant. Nous, on s'arrête un peu trop tôt de rêver. Et je pense que c'est important de faire rêver les enfants. Et il faut pas leur mettre de barrières. Et il faut les pousser. Donc ça, c'est très important. Mais à la fin, il faut relativiser beaucoup de choses. Et que le football, qui est le sport le plus populaire au monde, qui est souvent une connotation négative. Pourquoi on fait une connotation négative sur le football pour toi? Parce que je pense que c'est le contexte qui crée tout ça, tout ce qui se passe autour, des agents qui viennent recruter des enfants de 8-10 ans, leur faire miroiter des choses. Voilà, donc il y a toute une émulsion qui n'est pas forcément positive, qui peuvent être même nocives. Hein. Donc à nous de faire attention à préserver le bien-être de l'enfant, donc tout en gardant sa motivation et sa passion. C'est important qu'il soit passionné dans le football. Mais je pense que le football est un beau sport. C'est un sport complexe. Hein, Je suis d'accord avec toi. En fait, si on compare les sports entre eux... juste une petite digression, mais c'est vrai que le football, déjà, dans la production du mouvement, quand on fait un geste, si vous êtes je compare pas les sports entre eux ni leurs difficultés, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, mais si on fait du tir à l'arc ou du golf, la production de ton mouvement, elle sera pas gênée par quelqu'un d'autre. Ça sera ta concentration, la qualité de ton mouvement. Le golf qui est un sport hyper complexe, hein, on est d'accord, mais elle n'est pas gênée. Si tu prends par exemple le tennis, la production de tout mouvement, cette fois, elle va dépendre de l'adversaire, mais il y a un filet qui nous fait.
le football est un sport interpénétré, donc il n'y a pas de filet, comme le basket par exemple. Mais le basket, on peut attraper le ballon de la main. Et puis, et puis on peut se déplacer puis jouer. La difficulté du football, en fin de compte, c'est un sport qui est interpénétré. On l'attrape avec les pieds et le pied ne peut pas attraper le ballon, donc ça fait les transitions hyper importantes. Et les mêmes segments qui vous permettent de vous déplacer, donc marcher, de vous permettre de jouer. Et il faut prendre des informations. Tout ça pour dire que c'est pas une idée de comparer les sports entre eux, mais la difficulté, c'est un sport complexe qui passe souvent par les élites, par un sport un peu moins maintenant parce que c'est devenu médiatisé. Mais à mon époque, être footballeur, c'était un peu le sport d'abruti. Ouais. D'accord. Et en fin de compte, c'est un sport complexe. Et l'université s'est très peu intéressée au football. Et quand elle est venue s'intéresser dans le football, elle est venue par la condition physique. Et en fin de compte, aujourd'hui, le football, c'est une discipline propre en elle-même, qui est complexe, avec des émotions, des prises d'informations, une motricité. Et je pense qu'il faudrait redonner les lettres de noblesse au football, qui est un sport universel, et qui a la vocation de ne pas être uniquement de créer des footballeurs professionnels. Elle doit toucher, pour moi, un domaine beaucoup plus large de la société. Non, mais même si, moi je suis d'accord sur l'aspect que c'est vrai qu'il n'y a que 1% qui réussit, mais même si on a dans nos têtes, parce qu'on va pas se le cacher, tous les éducateurs, quand ils ont des gamins, ils font en sorte de répondre à leurs rêves et ils veulent que tous qu'ils deviennent pros et après qu'ils disent voilà, c'est grâce à moi. Mais même si on pense comme ça, on doit se préoccuper de ces aspects-là. Tout ce qui est éducatif, éducation, tout ça, t'es obligé. Quoi qu'il arrive, pour moi, le fait que c'est obligatoire, même si tu es bête et discipliné, tu dis vas-y, je veux que mon fils, cet enfant soit pro. Quoi qu'il arrive, ça, même pour qu'il soit pro, c'est obligatoire pour moi. Tu sais, c'est. Oui, et puis à la fin, je pense. Il va prendre en maturité, il va s'ouvrir à autre chose, il va découvrir autre chose. Donc quoi qu'il arrive, ça se ressentira sur le terrain. C'est exactement ça. Je pense que si on apporte ça chez le joueur, ça sera du bénéfice pour lui dans le jeu. Et... J'ai du mal, moi, à faire comprendre ça. Donc, c'est bien que tu me dises que tu es d'accord avec moi. Parce que moi, on me dit oui, mais... Parce que moi, je veux faire des actions un peu éducatives. Et on me dit oui, mais ça, on n'a pas le temps. Non, mais ça, non. Mais je pars sur le principe que même si tu veux que tes équipes soient performantes et que tes joueurs soient performants, t'es obligé de passer par là. Tu peux pas dire c'est que du séance terrain. En plus, c'est tac, tac, tac. Tu peux pas faire que ça. Après, il faut se dire que la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de bénévolat. Bien sûr aussi. Et les gens travaillent à côté. Et ils font du mieux qu'ils peuvent. Ah, mais ça, je suis d'accord. Par contre, moi, je pense que dans l'entraînement, dans l'exercice, on peut développer plein de compétences qui sont en termes de confiance, de motivation intrinsèque, motivation interne. Et toutes ces choses-là, qui sont des belles valeurs qu'on peut véhiculer après, puis qu'on peut transporter dans d'autres disciplines. J'ai des questions d'éducateurs à te poser, un petit peu. Donc, dedans, il y a aussi les miennes, hein, tu vois, j'en profite. Alors, il y a la première question, c'est il y a de moins en moins, donc tu as un peu répondu, mais il y a de moins en moins de joueurs créatifs aujourd'hui. Pour toi, à quoi est-ce dû? En fait, je pense que c'est les méthodes d'entraînement qui sont sorties et l'impact de la condition physique qui devient importante. Et donc, à partir du moment où, je l'ai dit tout à l'heure, on considère que le football est un sport cognitif, où on doit prendre des décisions au bon moment. Je pense que certains aspects créatifs peuvent de nouveau émerger. Après, c'est vrai qu'il y a une dimension athlétique qui est importante, hein, qui est non négligeable, hein, qui est concrète. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de ce que les difficultés principales d'un footballeur, c'est l'aspect cognitif, c'est pas l'aspect physique. Alors ça, c'est une de mes questions. Il y a un aspect qui existe dans le football, c'est l'instinct. Et j'ai remarqué, on n'en parle jamais. Alors, je sais pas si c'est la bonne question. Moi, j'ai pas de connaissances là-dessus, mais c'est vrai que je sais que l'instinct joue. On met jamais le doigt là-dessus. Est-ce que ça se développe, ça, l'instinct? Bon, l'instinct, c'est des compétences qu'on a apprises. En fait, pour moi, c'est l'instinct, c'est ce qu'on a à l'intérieur, mais c'est en fait pouvoir ressentir les choses. Ouais. Moi, je dis souvent, tu dois pas l'apprendre, tu dois le ressentir. Donc, ressentir les choses, c'est qu'il doit le sentir à l'intérieur. C'est que, donc, en fait, dans toute la méthodologie d'entraînement, il faut être capable de proposer aux joueurs des situations où il n'a pas peur d'entreprendre. Parce que, à vouloir toujours préparer, la réalité est souvent différente. C'est dans l'action qu'il y a une nouvelle réalité qui émerge souvent. Et là, on peut appeler ça instinct, créativité, comme tu veux. Ce sont déjà un aspect psychologique, ça veut dire qu'il ose entreprendre.
Et il n'a pas peur d'entreprendre. Il n'a pas peur que son entraîneur lui dise quelque chose parce qu'il a entrepris. D'accord? Parce que là, il développera pas sa créativité. Et puis, créer un contexte où les conséquences de ses actes, eh ben, elles sont pas sanctionnées, en fait. La créativité et l'instinct, c'est lié, en fait, alors. Mais j'ai l'impression que le mot la créativité, c'est qu'en fait, voilà, j'ai acquis des choses, donc je le mets sur le terrain et je réponds en fait à la demande de ce que le jeu me demande sur l'instant T. Et l'instinct, en fait, c'est je sais pas d'où j'arrive. J'ai l'impression que c'était complètement différent. Je sais pas d'où ça sort. Ça vient de plus profond. Peut-être qu'il y a un truc qui voilà, je suis en difficulté et c'est comme, par exemple, c'est un truc tout bête. Je suis avec mon fils et il y a une voiture qui passe qui va faire. Je vais d'un coup, ça se fait, tu sais, c'est paf, je le récupère. Mais c'est une impulsion cognitive. Ah, d'accord. En fait, l'adrénaline qui monte, je sais pas. Ouais, mais c'est pas. En fait, c'est beaucoup plus préparé que tu crois. D'accord. C'est mon analyse. Hein. Non, mais moi, je ne connais pas du tout là-dessus. Ça veut dire que, en fin de compte, ton muscle, il a une intelligence. Ok. Donc, en fin de compte, les grands dribbleurs, on peut leur demander. Parfois, ils dribblent dans des petits espaces 2-3 joueurs, puis on leur demande comment ils ont fait. Puis ils ont comme un trou noir. C'est ça. J'appelle ça le trou noir du dribbleur. Mais en fin de compte, les impulsions des adversaires qui viennent, le muscle développe une intelligence. Ça veut dire que si d'un coup, comme tu me dis, tu es en train de conduire, puis tu as une voiture qui te vient, tu l'as pas vue, tu vas faire comme ça. Parce que ton muscle développe une intelligence. Parfois, le muscle réagit avant le cerveau. Et c'est pour ça que dans la méthodologie FootLab, les gestes techniques, ils sont configurés en fonction d'où vient l'adversaire. D'accord. Ça, c'est une des. Donc plus je vais emmagasiner, plus j'aurai une palette large et tout de gestes techniques, plus je vais avoir cet instinct et peut-être mais c'est plus qu'un instinct, c'est une compétence. C'est le couplage entre le faire et voir. Le couplage entre un mouvement et un contexte. La technique, à la fin, si je dois définir la technique, c'est comment mon corps répond de manière optimale à une situation. C'est le contexte qui va définir ton geste. D'accord ? C'est ça, c'est le contexte qui va. C'est ta solution, toi, tu es mon adversaire, va être la mienne, en fait. Tu vois ? Donc, en fin de compte, tu es immergé. Et en fait, ce que tu dis instinct, c'est le ressenti, c'est d'être immergé dans un contexte, dans un flow qui te permet de réagir. Non, mais merci, parce que j'ai personne qui a réussi à me répondre, mais t'es la seule personne. Merci. Il y a des questions, mais c'est vrai qu'on a déjà un peu répondu. Mais en gros, là, j'ai un parent qui me pose une question. Il me dit, aujourd'hui, je trouve que nous mettons trop l'accent sur l'aspect physique. Pourquoi cela? Et en fait, parce que il a un enfant. Et c'est vrai que même pour les rentrer en centre de formation, on se focalise beaucoup sur l'aspect physique. Et c'est beaucoup des joueurs qui sont morphologiquement avancés, qui sont pris généralement. Alors je suis pas non plus super d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'en général oui, mais il y a quand même des exceptions. Et il te demande la question pourquoi pour toi. Pourquoi? Parce que physique, on peut quantifier, on peut calculer. On peut calculer combien il court de 30 mètres du point A au point B. Et en fait, ça rassure tout le monde parce qu'on fait des tests. Puis après, on va dire, bon voilà. Et en fait, si on considère que le footballeur est un être vivant et qu'on peut pas tout maîtriser, et à la fin, c'est ça en fait la clé, c'est qu'en fin de compte, on veut le contrôle de tout, on veut tout maîtriser, puis on a l'impression de travailler. C'est mon défaut ça, moi aussi. Et donc, à la fin, je pense qu'on peut pas avoir le contrôle sur tout. Et il faut laisser une part, bien sûr qu'il faut travailler, que la condition physique est importante, mais il faut avoir une part aussi de... Il faut laisser l'imprévu arriver et voir comment il réagit. Et qu'en fin de compte, on a des réactions émotionnelles, irrationnelles, qui peuvent être justes. Et donc, en tant qu'éducateur, parfois on prépare nos séances et puis on veut que ça se passe exactement comme on a préparé. Ah oui, ouais, c'est vrai. Et moi, je pense qu'un bon éducateur, un bon entraînement, il doit toujours avoir quelque chose dans l'entraînement qui se passe pas comme tu as prévu. Puis là, ça va te donner du boulot. Et pas se fâcher avec tes joueurs parce qu'ils se disent « Ah, mais ils comprennent pas ». Non, en fait, s'ils comprennent pas, peut-être qu'ils sont peut-être moins concentrés ce jour-là, mais peut-être qu'en fin de compte, j'ai mal amené les choses. Ouais, mais c'est bien, c'est bien ce que tu me dis. Parce que même moi, j'étais passé sur un truc, je me suis dit, au bout d'un moment, on stéréotype tellement tous les joueurs, même toutes les équipes. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, parce que alors moi, je catégorise, c'est vrai. Je me suis dit, comment je peux être meilleur que ça? Et je me suis dit, si je laisse, je vais parler de liberté, moi, tu vois, plus de liberté, en fait, ça va créer des profils qui sont différents automatiquement parce qu'on laisse tous les joueurs, on leur laisse plus de liberté, donc ça crée de la liberté à chaque joueur, donc ça crée des profils. Et je pense que c'est la somme de ces profils qui est différent, qui fait qu'en fait ça va émaner, ça va emmener quelque chose qu'en fait qu'on n'est pas prêt, en fait, qui est imprévu même pour l'adversaire, parce qu'en fait c'est des choses qu'on n'est pas habitué à voir ou même à comprendre. Donc je me suis dit, c'est ce que on parlait avant je sais pas si j'arrive à faire comprendre, j'ai du mal moi à mettre des mots des fois sur. Qu'est-ce qui te permet
Quand dans le match, les chemins rétrécissent, les fenêtres se ferment, C'est ça. l'intensité augmente, qu'est-ce qui te permet de survivre? C'est ta créativité. C'est ça. ta Et même la somme des générosité. 3-4 joueurs qui sont sur le... Voilà, et donc on peut pas tout maîtriser. Et je pense qu'il y a bien sûr qu'il faut qu'il y ait une organisation, etc. Mais on veut tout quantifier. Et je pense que moi, je travaille plus sur du qualitatif que du quantitatif. Non mais c'est intéressant. Alors comment mesure-t-on la marge de progression d'un joueur? Parce qu'on dit beaucoup, il y a beaucoup d'éducateurs, oui mais il a une marge de progression, Ouais. oui il va encore sur 2-3 ans, il va devenir comme ça. Comment on la mesure cette marge de progression? C'est compliqué parce qu'en fin de compte, on peut avoir un joueur, surtout dans les centres de formation, qui peut être pas bon pendant 6 mois, 1 an, tu vois. Donc, elle est compliquée à définir. L'évaluation d'un joueur, elle est compliquée. Et ça rassure vraiment que les éducateurs et les centres de formation. Je pense que la marge de progression, elle peut se calculer aussi dans les intentions, si les intentions sont bonnes. Mais après, on peut se tromper. En fait, Mais est-ce que ça se pourrait pas se mesurer sur l'écoute un peu? Parce que si tu vois qu'un joueur qui travaille, qui écoute son éducateur, est-ce qu'on se dit pas, voilà, vu qu'il est comme ça, automatiquement il va avoir une marge parce que... peut-être celui qui écoute pas, puis qui a un sale caractère, c'est peut-être lui qui va réussir. Donc on peut pas, on parle beaucoup de... C'est marrant parce qu'on parle beaucoup de marge de progression, mais en fait on sait pas trop comment le définir en fait. C'est très compliqué. Après, on peut voir si un joueur quand même est dans un contexte où il est pas à l'aise, où il est vraiment en dessous. Et là, on peut se dire, bon, bah, lui, il a plus de marge de progression, ou peut-être le mettre dans une catégorie en dessous pour qu'il puisse retrouver du plaisir. D'accord? Moi, je pense que la marge de progression, c'est que s'il a du plaisir, il va progresser. S'il commence à perdre son plaisir, il va moins progresser. Donc, Parce que t'as des éducateurs qui disent, oh, je le sens. Tu vois, comme, j'arrive pas à comprendre ça, je le sens qu'il va progresser. Je sens qu'il n'est ouais, pas mais encore. ça repose sur rien. Peut-être Ouais. que c'est l'expérience. C'est de la voyance, hein. Il faut filer une boule Ouais, de cristal. Pour toi, comment vois-tu le travail que doivent réaliser les éducateurs en école de foot? Par catégorie d'âge. En école de foot, à peu près, toi, alors en général, comment tu vois un peu le travail qu'il y a à faire un peu en école de foot? De U6 à U11. Donc moi, c'est un peu aussi, moi, ça m'intéresse parce que je suis dedans, là, en plein dedans. Ouais, C'est à peu près. je vais donner des généralités Ouais, voilà. que beaucoup de gens connaissent, mais attention, à un certain âge, la vision périphérique est pas encore développée, donc leur demander de faire des circuits de passe, de comprendre complètement le collectif, ça va être compliqué parce qu'ils n'ont pas cette vision périphérique. Qu'est-ce un enfant de 6 ans est capable de voir? Souvent, c'est lui et son ballon. Après, c'est lui l'interaction avec un autre. Puis après, interaction à 2 contre 1, ces petites choses-là, donc des petites surfaces. Mais très rapidement, on peut très vite intégrer cette notion de tactique individuelle, entre guillemets, tactique naturelle. On va pas lui parler tactique, mais il y a un espace qui se libère, un espace qui se prend, où est l'espace pour donner le ballon. Ces petites choses-là pour qu'il puisse tout de suite identifier ce qui est en train de se passer. Et ça, il faut commencer tôt, tout en travaillant aussi. Mais quand tu dis tôt, c'est dès les 6 ou 7, tu penses? Ouais, 8, 8 plus, 8, 9, ouais. 8, voilà. 6 7 pour toi, ce serait quoi vraiment qu'il faudrait faire? C'est Non, du mais- plaisir de jouer, Mais en fait, il n'y a pas de barrière. En fait, D'accord. c'est la construction d'entraînement qui est différente à la D'accord. fin. Mais attention à ce qu'est capable de faire un enfant de cet âge-là. Et puis, au niveau de cette vision périphérique, mais il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'il faut maintenir le plaisir. C'est beaucoup de jeux, beaucoup de jeux, beaucoup de jeux, beaucoup de jeux. Et ça, c'est primordial. Parce que quand un enfant à 8-9 ans, il sort de l'entraînement et puis il dit on a fait du physique, j'ai pas touché le ballon durant l'entraînement, ou que l'entraînement était mal configuré et il a touché 4 fois le ballon dans tout l'entraînement, eh ben, il n'a pas de plaisir. Je suis d'accord avec toi. Donc le premier curseur, c'est quelque chose de simple, c'est du plaisir. Avant de voir des entraînements sur Internet, de regarder ce que fait Guardiola, avant tout ça, leur procurer du plaisir et être bienveillant. C'est créer un contexte. Parce qu'à cet âge-là, c'est maintenir la passion. C'est faire des jeux qui leur plaisent, tout en commençant à leur inculquant certains principes. Mais vraiment, le mot-clé, c'est plaisir. Mais c'est marrant, parce qu'avant que tu viennes, j'étais au téléphone avec quelqu'un avec qui je travaille. Et moi, en fait, on est en train de rechercher un peu des éducateurs en ce moment. Et moi, en fait, je voulais, même en U6, U7, U8, U9, un éducateur. La première chose que je voulais qu'on ait de lui, c'est quelqu'un qui valorise beaucoup, qui corrige, mais qui beaucoup qui anime bien, mais qui est vraiment dans la valorisation du joueur. Et c'est bien là, parce qu'en fait, je sais très bien que la confiance, moi je le savais un petit peu, c'est que plus on aura un joueur confiant, plus on va pouvoir avoir des choses de lui. Donc c'est ce que pour moi, même U6, U7, U8, U9, pour moi, je veux vraiment là
des éducateurs, après même au-dessus, hein, mais vraiment des éducateurs que même s'ils ont une compétence un peu limitée, alors qu'ils vont développer par la suite, parce qu'à la force de travailler, puis d'échanger et de faire des réunions et tout, mais vraiment, cet aspect-là, pour moi, est le plus importante. T'es d'accord Oui, ou et pas? puis compétences limitées, mieux vaut, entre guillemets, compétences limitées, j'aime pas trop ce terme. Moi non plus, j'abuse peut-être, Mais mais mieux vaut qu'ils les laissent jouer, qu'ils aient du bien sûr. plaisir, qu'ils essaient d'inculquer plein de choses et puis qu'à la fin, les enfants ont plus de plaisir. Donc, Parce que je vois même des fois des systèmes, là, on fait déjà même en U7, U6, U7, U8, là, des systèmes, là, faut jouer à droite, bam, bam. T'es contre ça ou t'es vraiment contre ça? ouais, il faut voir le contexte, mais la clé, c'est qu'ils aient du plaisir. C'est ça, Ouais. d'accord. Alors, pour toi, quels sont les réels problèmes d'aujourd'hui? Les parents ou les éducateurs? Dans le foot. Les deux. Alors, le problème des parents, Alors, non, je réfléchis pas en termes de problème. C'est pas un problème, c'est un contexte. Et le contexte, dans le contexte qu'il y a le club, il y a les éducateurs, il y a les parents. Parfois, les parents sont trop intrusifs, on est d'accord. Mais parfois, les parents voient des choses aussi. Et je pense que le club doit créer aussi un pont de discussion entre les parents Je suis d'accord. et le club. Donc, moi, je pense qu'il faut être clair avec les parents. C'est le travail des éducateurs, etc. Après, s'il y a des choses à dire, il faut créer un canal à organiser par le club où le parent puisse quand même dire quelque chose. Après, voilà, il faut créer une organisation qui permette de le faire. Mais je pense que les parents, parfois, on connaît tous, ont trop d'attentes sur leur enfant. Ça peut être très nocif, leur mettre beaucoup de pression, d'accord? Mais parfois aussi, ils voient des choses qui sont justes et que c'est un bon moyen aussi pour l'éducateur ou le club de se remettre en question aussi, par rapport au travail qui est fait. C'est vrai que c'est ça ce que je dis, parce qu'il y a les projets Mbappé, il y a les projets Guardiola. Donc, pourquoi on en est arrivé là, toi, c'est vraiment que les parents veulent que à tout prix leur enfant devienne professionnel, et maintenant on voit aussi parce qu'on parle des parents, mais il y a les éducateurs aussi qui vont être à tout prix être dans le monde professionnel aussi. Pourquoi on en a... En fait, je sais pas, ils sont attirés peut-être par ce qu'ils voient à la télé, par l'argent, par une situation financière peut-être difficile, peu de débouchés. Alors ça peut être un ascenseur social fantastique, le football bien entendu. Mais moi je redis toujours la même phrase, il y a 1% qui réussiront. Donc c'est important de pouvoir avoir un recul par rapport à ça. Et puis et accompagner son enfant dans sa passion, l'encourager, le faire rêver, le maintenir ce rêve, lui transmettre les bonnes valeurs, mais tout en lui disant il aura 99% de chances de se lever le matin à 7h et d'aller travailler tous les matins. Est-ce que c'est pas un peu ce qui gangrène un peu le foot aujourd'hui? C'est vrai que c'est parce que moi je parle toujours l'objectif c'est toujours d'évoluer dans un domaine, dans tout ce que tu fais. Et moi, pour moi, le football, je pense qu'il a pas fini d'évoluer et on peut encore beaucoup, même en France, je pense qu'on devrait même, je pense qu'on est un peu en retard, même après, bon, je sais que mon avis. Mais est-ce que c'est pas ces problématiques-là, le projet Mbappé et même surtout le projet Guardiola, qui fait que, en fait, on avance, mais petit à petit, alors qu'on pourrait avancer beaucoup plus vite? Le projet Mbappé, Guardiola, en fait, le projet Guardiola, en gros, c'est, en fait, on est tellement obsédé par le résultat, par gagner ses matchs, moi, en fait, parce que voilà, déjà, je vois des éducateurs en U10, 11 qui font déjà ils font comme si qu'ils coachaient des seniors, en fait, tu vois. Est-ce que c'est pas ça aussi qui nous fait pas avancer dans le monde du football aujourd'hui et qui aussi dans le développement des gamins aussi, tu vois? Moi, je pense que, en fin de compte, on a tous excuse-moi de te couper, on a tous des éducateurs comme toi dans une école de foot. Les gamins, on sait très bien qu'ils vont sortir avec une formation très bonne et ça va être des très bons joueurs et même des hommes, même ils vont progresser, tu sais, aussi personnellement en tant qu'hommes. Mais aujourd'hui, je pense que moi, vu qu'on a beaucoup d'éducateurs qui sont dans leur projet Guardiola, en fait, au contraire, on n'a pas ça, tu vois. Oui, après c'est compliqué parce que je pense qu'il y a beaucoup de bénévolat. C'est la limite du bénévolat aussi. Hein. Beaucoup d'éducateurs viennent, font ça après leur travail. Il y en a beaucoup moins du bénévolat quand même. Ouais, il y en a moins. Tous sur des frais. Je connais même les bénévoles, on n'arrive plus à en avoir dans le foot. Ouais, c'est ça. Non, mais bénévolat, quand tu touches même, tu fais 20 heures et tu touches 300 €, oui. Ouais, voilà. C'est par semaine. Dire, le bénévolat, oui, c'est un peu bénévolat, ouais, c'est vrai. C'est compliqué pour les éducateurs de pouvoir se former aussi à côté. C'est au club peut-être à mettre une structure qui puisse se former à l'interne. Je pense que c'est important. C'est peut-être une personne dans le club qui est salariée et qui doit former, qui doit encadrer. Mais par contre, c'est vrai que le football, c'est pas facile. Le football, c'est un sport populaire, il y a beaucoup de monde. Donc voilà, c'est transmettre les bonnes valeurs. Tu penses quoi de la technologie dans le foot?
C'est une question. On n'y échappe pas, ça peut être très pertinent. Par contre, il faut savoir l'interpréter. Parce que si on ne comprend pas le football et puis qu'on a les datas qui arrivent, on va mal interpréter les datas. Donc, les datas, à la fin, sont indispensables au jour d'aujourd'hui, mais elles ne se substituent pas à la connaissance intrinsèque du football. Et qu'est-ce que ça signifie le football? Et mieux on connaîtra le football de manière intrinsèque, quels sont les éléments, quelle est l'essence, plus les datas vont être utiles. Et les statistiques, en fait, maintenant on juge beaucoup les joueurs sur des statistiques. Pour toi, ça a tué le football ou pas? Mais encore une fois, je pense pas que ça a tué le football, c'est une évolution. Faut savoir les interpréter, quoi. Mais il faut savoir les interpréter. Si on me dit qu'un joueur il perd pas de ballon dans la statistique, mais il a jamais joué vers l'avant, voilà, il faut juste l'affiner. Je pense qu'aujourd'hui les statistiques sont très affinées. Il y a des choses intéressantes à voir, mais ça, pour moi, la réalité c'est le terrain quand même. C'est ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Moi, c'est une de mes questions. Alors, c'est un débat que j'ai avec. Mais là, j'espère que tu vas m'éclairer là-dessus. Est-ce que pour toi, tu es pour la répétition des gestes techniques en analytique ou pas? Parce qu'en fait, on est rentré un peu dans une mode où on dit, voilà, pour que le joueur s'améliore techniquement, c'est mieux de le mettre dans le contexte du jeu et de le laisser un peu sa part de créativité. Comme ça, en fait, il va pouvoir plein de choses. Mais en fait, je pars sur le principe qu'en fait, si je lui apprends pas des gestes techniques, je pense qu'il va pas pouvoir répondre des fois sur l'instant T à des phases de jeu qui devraient être. Est-ce que tu es pour l'analytique ou pas? Mais en fait, moi, je réfute ces deux oppositions. D'accord. Analytique et globale. En fait, dans l'analytique, comme nous on l'entend, il y a toujours une dimension du global. C'est qu'on crée des micro-situations, d'accord, où il y a de la répétition, mais il y a aussi une prise de décision. D'accord. C'est pas un jour un ballon à répéter. C'est pas ça. C'est des micro-situations. Et dans le global, dans le jeu, il pourra mettre en pratique. Mais dans les situations où il répète plusieurs fois, il y a une interaction, des fois un adversaire qui vient, d'accord, et il fait une prise de balle. Et puis, en fait, l'avantage, c'est qu'il va répéter énormément de fois, en 10 minutes, 12 minutes, le geste avec la pression d'un adversaire. Et déjà là, on est dans la dimension du global. D'accord? Par contre, si on lui dit, tu fais ça en match, à 8 contre 8, 11 contre 11, l'enfant, il aura l'opportunité de le faire une fois ou deux fois seulement, en 25 minutes. Et là, en 15 minutes, il l'aura pratiqué 30 fois. Donc, l'idée, c'est de créer un contexte, un prototype situationnel. C'est ce qu'on fait beaucoup, c'est ce que je fais beaucoup. Un prototype de situation. Ça veut dire un bout de situation, une interaction de 3, 4, 5, 6 joueurs, où la répétition, elle va venir souvent. Mais il sait pas faire avec les oppositions qui arrivent et les coéquipiers qui sont là. Et on crée un prototype où il y a une multiplication. D'accord. Non, mais je vois, mais alors, moi, je suis d'accord avec ça, mais le problème, c'est que il va être limité, quoi qu'il arrive, à bout d'un moment, parce qu'il y a il va, par exemple, je te dis, le passement de jambes. Si c'est pas le faire, il va pas le faire. Il va pas le réaliser sur la situation de 2 contre 1, même sur une petite. Alors. Passement de jambes ou la roulette ou. Je pense que c'est important. Alors, moi, je travaille encore la gestuelle. D'accord, ouais. Mais j'ouvre des portes, en fait. Je montre certains gestes. Parce que moi, j'aurais bien aimé, en tant que joueur créatif, comme dire, regarde, il y a ce geste-là. Alors, aujourd'hui, il y a la télé, il s'inspire, etc. Puis après, on met en contexte le passement de jambes. Et puis là, il pourra le pratiquer dans le contexte. Parce que le passement de jambes, à la fin, c'est un outil. C'est pas du maquillage. L'outil, c'est quoi? C'est j'ai une option collective, mon coéquipier, ou j'ai mon option individuelle. Voilà. Je pourrais jouer toujours collectif. Au bout d'un moment, le défenseur, il va anticiper. Et j'ai une option. Je vais faire semblant de lui la donner et je vais partir. Et donc, à partir du moment où, alors pas chez les petits, parce que les petits, il faut les laisser découvrir, il faut qu'ils pratiquent, il faut essayer tous les gestes. C'est important. Mais à partir du moment où le joueur comprend que ça devient un outil, il va l'utiliser dans une situation et ça peut être quelque chose de très utile dans le football. En fait, ça veut dire que tu utilises, qu'il développe un geste technique, c'est-à-dire que tu le mets en situation, on va prendre un cas d'un 2 contre 1, tu vas lui expliquer, voilà, donc si le joueur là-bas s'écarte, ça veut dire ça va créer un espace, donc tu peux soit lui donner, ou soit, pourquoi pas, voilà, là tu décortiques, tu dis, tu fais un pas, tu fais semblant avec ton pied gauche, peut-être je sais pas, c'est un exemple, de lui la donner, donc tu pars, tu fais une feinte de corps, on apporte, et après tu repars à droite, c'est-à-dire qu'il va... Je vais pas lui dire. Tu vas lui dire en contexte. Ah, tu vas le... Oui, et puis à la fin... Il va me faire l'échauffement, dépassement de jambes. Et en fait, je lui dis, mais le geste que tu as fait tout à l'heure, là, comment tu aurais pu l'utiliser? Si quelqu'un me passe dans le dos, d'accord? Si quelqu'un me passe dans le dos, soit je lui la donne, je laisse le ballon, je peux la bloquer, il me passe dans le dos, soit je fais semblant de lui la laisser et je continue. Ce geste-là, c'est grâce à la course de mon coéquipier que le geste peut se déclencher. Et c'est pas de manière arrêtée à faire des passements de jambes comme ça. Donc l'idée, c'est de rendre utile la technique dans un contexte. Et là, il y a une chose formidable qu'on est en train de faire.
on calibre le timing du geste. Parce que quand je disais avant, qu'est-ce que la technique? C'est comment ton corps répond de manière optimale à une situation. Comment le passement de jambe peut répondre de manière optimale dans une situation. Quand on parle de Zidane, quand Lizarazu lui passait de côté, derrière, sur le côté gauche, parfois Zidane faisait semblant de lui la donner, et puis il partait en passement de jambe. Ça veut dire que c'est grâce à la course de Lizarazu qu'il a créé de l'incertitude chez le défenseur, et que grâce à l'incertitude du défenseur, le joueur créatif peut jouer avec cette incertitude. C'est un outil, en fait. Mais ça, attention, il ne faut pas le dire aux joueurs. C'est quelque chose qu'on a, nous, on le met en contexte. D'accord. Et après, on calibre. Je vois, d'accord. Alors, avant dernière question, comment tu vois le futur de la formation d'un joueur? Le futur. Est-ce que tu y es déjà ou parce que il y en a qui disent que ça va être de vraiment que se focaliser sur le cerveau. Non, mais le cerveau dépend de ta qualité technique, en fait, tout est lié. Par contre, je pense qu'il y a deux pistes que moi je vois. Après, il y en a certainement d'autres. C'est on aura toujours moins d'espace et moins de temps pour jouer. Donc, on sera toujours en crise de temps. Et donc, il faudra prendre des décisions en crise de temps. 2, c'est comment on fait face à des choses qui ne sont pas prévues au niveau mental. Et après, est-ce qu'on a les outils pour les résoudre? Et 3, c'est le facteur émotionnel. Comment parce qu'en fait, quand on est dans certains types d'émotions, on perd nos préférences motrices aussi. Comment accueillir, gérer mieux les émotions pour pouvoir être encore plus performant. Mais pour moi, tous ces 3-là sont liés. On ne va pas travailler d'un côté les émotions, d'un côté. En fait, c'est le contexte football qui est important. Parce que ce qui arrive parfois, je dis, c'est qu'on va faire venir un préparateur mental. Il va arriver avec son domaine d'expertise, mais il ne va pas comprendre exactement le contexte du football. Oui. Et je pense que les préparateurs mentaux sont très pertinents et ils apportent énormément. Et je pense qu'ils vont de plus en plus apporter. Ça, j'en suis convaincu. Mais je pense que l'entraîneur, en ayant certaines bases, peut régler 60-70% des problèmes mentaux, on va dire, j'aime pas ce terme-là, chez le joueur. Après, il y aura toujours besoin d'un appoint qui va permettre de faire des paliers. Mais l'entraîneur a une grande capacité à pouvoir développer ça aussi. Alors, si tu avais un conseil pour finir pour les jeunes éducateurs ou pour les éducateurs en général, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Ils doivent éprouver du plaisir. Ouais. Ils doivent être dans le plaisir et pas dans le contrôle. Et comme les joueurs, ils ne doivent pas penser à leur carrière. Parce que j'ai vu beaucoup d'éducateurs dans la souffrance, parce qu'en fin de compte, ils voulaient passer des paliers, ils voulaient devenir pro. Et quand ils perdaient des matchs, la frustration se déversait beaucoup sur les joueurs. Parce qu'on a des entraîneurs, et c'est très bien qu'ils sont ambitieux, mais attention d'aller par paliers et d'éprouver toujours le fameux concept qu'on connaît. Il faut avoir du plaisir à gravir la montagne. Puis après, on ne sait pas si on arrive en haut. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et pour un éducateur, c'est la même chose. Donc, avoir du plaisir au quotidien, d'être ambitieux, mais pas au point de sacrifier le développement des joueurs. Et puis 2, c'est de se former. C'est de se former, de s'ouvrir et de se former et de coacher avec leur qualité aussi. Parce que si c'est pas bien de faire rentrer des joueurs dans un moule, je pense que c'est pas bien de faire rentrer des entraîneurs dans des moules aussi. Chacun coach avec ses capacités et aussi ce qu'il ressent dans le cœur. Peut-être qu'un éducateur, il sera beaucoup plus extraverti, et c'est juste. Un autre, il sera un peu plus introverti, et c'est juste aussi. Il y a différents chemins, il y a des principes de base qu'on doit avoir, mais je pense que chaque éducateur doit se faire confiance. Parce qu'en fait, on ne peut pas transmettre la confiance à un enfant si nous, on n'a pas confiance. On ne peut pas transmettre la prise de risque à un enfant si on n'a jamais pris de risque. C'est vrai. Et donc, il faut être en cohérence, en fait. Et moi, ce que je pense, c'est que les clubs doivent, je pense, et je pense qu'il y a beaucoup qui le font, permettre aux éducateurs de s'épanouir aussi. On parle tout le temps des joueurs, mais le contexte dans les centres de formation, un peu partout en Europe, est pas facile. Et si un club permet aux éducateurs de s'épanouir, de pouvoir parler, échanger, et je pense que ça, c'est un facteur qui peut avoir un lien direct après dans le développement des joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, un staff pro de première équipe ou un centre de formation, il y a un directeur, il y a un entraîneur principal, il y a le chef d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui,
La clé, c'est de s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous dans d'autres domaines. Mm. Et il faut valoriser ça. Et les gens, souvent, c'est la peur qui empêche de faire ça. C'est un contexte où on protège sa place. Et je pense que les clubs ont avantage à s'entourer de gens très compétents autour de soi, Je suis d'accord. qui nous remettent en question, sans avoir forcément peur de perdre sa place. Donc ça, c'est important. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Les aspects du football sont... C'est vrai. voilà, j'ai l'impression que je connais ça. Ouais. Il y a tellement de choses à apprendre de tout le monde, en fait, de chaque expérience. Bah, c'est pour ça que je crée ces émissions-là. Parce que déjà, tu m'as remis en question aujourd'hui. Déjà, je vais sortir, je dis, ah mince, alors j'aurais dû peut-être travailler comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est ça, et c'est l'objectif. En tout cas, merci, mais avant de finir, donc, pour dire aux éducateurs, on peut se former avec toi. Ça, oui, alors j'en fais beaucoup moins aujourd'hui parce que mon activité me permet moins, mais je fais des formations 2 à 3 fois par an. D'accord. Sur le contexte des micro-comportements, les détails qui permettent de faire la différence. Donc ils vont sur Footlab où on peut voir, où voilà, ils peuvent te voir. Sur Footlab, sur le site. D'accord. Ils peuvent sur tes réseaux, newsletter, et puis sur Instagram, sur tes réseaux, LinkedIn, voilà, LinkedIn, tout ça. Comme ça, ils t'envoient un message, il va avoir des informations. En tout cas, merci Patrick, c'est gentil. Merci beaucoup pour l'invitation. Et j'espère que tu reviendras. On sait jamais. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci. Ciao, ciao. Voilà.